Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que certains l'ont vu comme ça, ils l'ont visualisé rapidement, non? Oh, moi j'ai visualisé vaguement un petit peu quand il est intervenu à la télé, voilà, parmi les débats avec les autres candidats. Il est égal à lui-même, quoi. Alors, je vais faire rapidement. Donc, en premier lieu, il veut réunir une assemblée constituante. Alors, il veut proposer de convoquer un référendum sur l'article 11 de la Constitution pour engager le processus constituant. Voilà, parce que je pense que c'est lui qui veut faire la 6ème République, je crois. C'est ça. Et donc, il y a ça. Ensuite, il a dit qu'aucun parlementaire des anciennes assemblées de la 5ème République ne pourra siéger dans cette assemblée constituante. Les délégués de l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Le projet de constitution proposé par l'assemblée constituante sera soumis à un référendum d'approbation. Bon, avec ça, je sais pas si on peut... D'abord, est-ce que vous voulez qu'on change de République ou est-ce que vous êtes très bien dans la 5ème? Ah oui, changeons. Le changement, c'est maintenant. Non mais sérieusement, la 5ème République... Sérieux, il faut changer, c'est bon. Comme je l'ai toujours dit, on est encore on a encore des lois qui datent de Mathusalem. Je pense qu'il est temps qu'on mette un gros coup de dépoussiérant là-dessus et qu'on passe à autre chose, quoi. D'accord. La 5ème, elle a duré assez longtemps, quoi. J'estime que... Et puis, voilà. Alors j'ai pas envie de dire une bêtise, je crois que c'est 1958 qu'elle existe, la 5ème République. Ah, tu veux pas, tu te dis, voilà, 2017, on passe à autre chose. Oui, il faut vivre aussi avec son temps, donc nouvelles règles, voilà. Après ce que j'ai entendu sur cette proposition de 6ème République, c'est que les citoyens ont plus de pouvoir. Bah ouais. C'est la proposition que j'ai entendue. Il serait temps quand même. C'est bien le seul qui propose une 6ème République. Hein. Je crois qu'il y en a un autre. Si je ne me trompe pas. Des favoris à l'heure actuelle. Ah, dans les favoris, oui. Dans les favoris, c'est le seul à l'heure actuelle. Alors, deuxième proposition, il veut balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. Si vous avez compris quelque chose, dites-le moi. C'est très philosophique, hein. Il faut pas nous en vouloir. Voilà, c'est Monsieur Mélenchon. Donc, faut pas en vouloir. Voilà, c'est un programme plus, voilà, avec des mots très très philosophiques, quoi. Donc, il est dit que la démocratie française est malade des privilèges, de l'argent roi et de la collusion entre politique et finance. Une caste de privilégiés coupée des réalités et de la vie du peuple à confisquer le pouvoir. Donc cela doit cesser et la vertu doit être au centre de l'action publique. Donc il veut proposer ceci, il en a plusieurs. Il veut rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. Il veut supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par l'administration fiscale en cas de fraude. La justice doit pouvoir enquêter librement de sa propre initiative, même contre l'avis du ministre. Pourquoi pas. Il veut combattre la pollution du débat parlementaire par les lobbies, interdire l'entrée des lobbyistes dans l'enceinte du Parlement et les cadeaux faits aux parlementaires. Il veut mettre fin au pantouflage. Ça j'aime bien comment c'est dit. Il dit que tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa formation s'il n'a pas servi au moins 10 ans. Supprimer aussi le concours externe de l'ENA pour toute personne n'ayant jamais travaillé. Et enfin, durcir les règles aussi contre les conflits d'intérêts, allonger aussi les périodes d'interdiction et d'exercer une fonction privée après avoir exercé une activité publique dans le même secteur. Souhaitez-moi bonne chance, je crois qu'aujourd'hui je vais avoir du travail pour dire tout ça. Il veut aussi appliquer les recommandations d'Anticor et de Transparency International visant à empêcher la corruption et à rapprocher les représentants des représentés. C'est ce qu'il dit. Et il veut mettre fin aussi à l'usurpation par le MEDEF de la parole des chefs d'entreprise en fondant la représentativité des organisations patronales sur la base d'élections. Et c'est comme c'est déjà le cas pour les syndicats de salariés. Donc ça, les derniers trucs, je crois qu'on va pas trop débattre. Je suis un peu speed. Peut-être les premiers là. Les premiers points qu'il a dit. Notamment sur le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires en cas de fraude. Oui, il est pas plus mal que la justice fasse son travail sans être sous la coupe d'un ministre ou autre, quoi. Il est temps que chacun ait
son taf à faire, quoi, je veux dire. Hein. Pourquoi passer par des ministres alors que t'as des professionnels qui sont là pour ça, quoi. Donc en quelque sorte, donner un peu plus de pouvoir à la justice. Bah, c'est logique. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc le ministère de la Justice, à quoi il va servir ? Ouais, bah, après, peut-être pour des choses un peu plus graves, mais ou des choses où il faut peut-être un accord d'un peu plus haut. Après, voilà, quoi. D'accord. Mais il est important, ouais, de laisser un petit peu chacun faire son travail, quoi. Alors ensuite, il veut fixer le droit de vote à 16 ans. Donc droit civil, 16 ans. Ça. Donc on est d'accord. Il veut instaurer le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé et généraliser la représentation proportionnelle. Donc pour ou contre le droit civil à 16 ans ? Moi, oui, je suis pour. Je sais pas. Est-ce que l'enfant est suffisamment, je veux dire, apte à comprendre À 16 ans quand même, s'il te plaît, 16 ans. Déjà que... Ça dépend les enfants, ça dépend les enfants. Moi, 16 ans, je suis désolée, moi, par exemple, tu vas prendre ma petite dernière, tu vas, bien qu'elle soit surdouée, elle a quand même, d'après les médecins, des traits autistiques. Donc, je ne suis pas certaine que si, par exemple, on mettait le vote à 16 ans, qu'elle comprendrait réellement les enjeux. Ah, moi je pense que si quand même. Moi je dis l'inverse de toi, je pense qu'à 16 ans déjà on est au lycée. Si je me trompe pas, au lycée professionnel, au lycée où on sort même de l'école même. Donc à 16 ans tu es censé déjà avoir certaines... Oui, et puis tu arrives à te construire une opinion et à joindre un groupe où tes opinions vont dans le même sens, quoi. Donc moi je pense qu'à 16 ans on connaît déjà pas mal de choses. Il y a l'instruction civique qui sert à ça déjà, il me semble, pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Après, à ce que je sache, il existe aussi les infos télévisées pour comprendre la politique du jour, comment ça fonctionne, et je pense qu'à 16 ans, il y en a beaucoup de jeunes, et ça je le sais, qui ont 16 ans, qui font pas mal de débats politiques. Notamment que ce soit dans les lycées, même en tant qu'étudiant, il y en a qui font beaucoup de débats sur le sujet des politiques, donc pour moi, oui, ils comprennent ce que c'est que la politique aujourd'hui. Et à 16 ans, on peut choisir, à ce que je sache, on peut voter, on peut choisir quel candidat. Oui, à 16 ans, je pense qu'on peut largement comprendre. C'est vrai que vous, en France, c'est pas obligatoire, le vote. Donc ceux qui voteraient, c'est quand même ceux qui... Ouais. Pourquoi c'est obligatoire en Belgique le vote ? Ah oui, c'est obligé, hein. Ah, tiens, une bonne question, parce que je crois que j'en ai entendu parler quelque part. Le vote obligatoire, ça serait bien ou pas ? En France ? C'est une très bonne question. Je pense que oui, quand même. Parce qu'on est quand même... En maintenant le vote blanc ou sans vote blanc ? Ah bah en maintenant le vote blanc, de toute façon. Puisque voter blanc, c'est quand même aller voter, quoi. Donc de toute façon, tu votes blanc parce que, bon, ben voilà, t'es indécis, tu sais pas, t'as pas encore bien d'opinion bien précise. Donc tu votes blanc, mais ça reste un vote quand même. Puisque tu te déplaces quand même aux urnes, quoi. Donc de toute façon, ça reste un vote. D'accord. Approche-toi un petit peu, Lionel, parce que je crois qu'on t'a pas trop entendu. Ouais. Je crois que t'es un peu loin au niveau micro. Il veut créer un droit de révoquer un élu en cours de mandat par référendum sur demande d'une partie du corps électoral. Donc je pense un président aussi, alors. Un élu pour moi. Oui. Alors, en cours de mandat en plus. Donc est-ce qu'on peut révoquer un président par référendum ? Bah pourquoi pas ? Ça aurait dû être fait depuis longtemps d'ailleurs. Il y en aurait quelques-uns qu'on aurait jeté bien avant. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Par contre, il faut quand même ouais, bon, il faut de l'appui derrière, quoi. Hein, je veux dire, hein, il faut des bonnes raisons aussi. Hein, ça reste dangereux parce que déjà que ce genre de choses, c'est bien, mais ouais. Et après, c'est sur demande d'une partie du corps électoral. Ouais. C'est dangereux parce que ça veut dire qu'on pourrait changer de président tous les ans. Alors dans ce cas, c'est cool. On les essaye tous un par un. Il veut instaurer le référendum d'initiative citoyenne et le droit des citoyens de proposer une loi. Oui, ça c'est très bien. Ouais. Que les citoyens proposent une loi, c'est logique, moi je pense. Hein, donc, ouais. Donc, Boudou, pourquoi il veut faire cette fameuse 6ème République, que les citoyens aient un peu... et puis plus ça le monopole sur l'État, quoi. Ça serait bien aussi que les associations proposent des lois. C'est bien que les citoyens, oui c'est bien, mais que des associations peuvent proposer des lois, ça serait bien de le faire, ça aussi. Ah. J'espère que ça peut... je serais pour créer une loi de la retraite à 35 ans. Ça revient au débat qu'on a dit lundi. Enfin, pour déconner, bien sûr. Il veut rendre obligatoire le recours au référendum pour réviser la Constitution ou ratifier tout nouveau traité européen et garantir le respect de la décision populaire. Et ça va en faire des référendums avec Mélenchon aussi. Hein, ça fait un peu... Dans beaucoup de pays, il y a eu des référendums, donc... Et puis maintenant, ils s'en portent un peu plus mal. Hein.
Et ça, c'est très important, le suivant, c'est reconnaître le droit de vote aux élections locales pour les résidents étrangers en situation régulière, j'ai bien dit régulière, comme en bénéficiant déjà les ressortissants des pays de l'Union européenne. Donc pour ou contre ce point, c'est régulier. Du moment où ils sont dans les clous, ils ont le droit de vote comme tout le monde, quoi. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord aussi. Vous êtes d'accord aussi, Skype ? Oui. Très bien. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à dire les choses. Hein. S'il y a un petit coup de gueule à passer dès que je dis quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Rendre effectif le principe de non-cumul des mandats. Ah, alors ça aussi, le non-cumul des mandats. Grand débat de ces dernières années d'ailleurs. C'est ça. Sachant que c'est pas nouveau puisque sous Hollande, sous Hollande, ça a été déjà notifié, proposé. Tout à fait. Donc là-dessus, on est toujours d'accord. Pas de cumul des mandats, quel que soit le poste. Ou uniquement les ministres, tout ça. Les députés, est-ce que par exemple les députés peuvent être élus une deuxième fois après ? Je pense que oui, du moment où... Pas de cumul. Alors cumul, alors quand on dit cumul aussi, moi je vais... Qui se retrouvent pas deux fois au même endroit par exemple. Alors non, c'est peut-être cumulé par exemple un qui est député et l'autre et en même temps il est maire. C'est un exemple. Donc est-ce qu'à la fois député et maire, est-ce que ça vous choque ou est-ce que non, c'est pas possible, ou est-ce qu'il faut laisser la place à plusieurs personnes ? Juppé, il ne fait pas ça, oui. Il ne le fait plus. Ah, il ne le fait plus. Non, il n'est que maire. D'accord. De Bordeaux. C'était pour voir, tu sais, pour situer, pour me donner des idées. Il était député maire dans les années 2000. Aujourd'hui, il n'est que maire de Bordeaux. Comme ici, hein. Il n'est que maire maintenant. Comme d'ailleurs M. Spagnou, effectivement, il était député maire aussi. Et aujourd'hui, il est que maire de Sisteron. Qu'est-ce que je voulais dire ? Question. Donc, le cumul de mandat, est-ce qu'il faudrait vraiment que. Est-ce que quelqu'un qui est député peut être maire en même temps, sénateur en même temps, conseiller général en même temps ? Tiens, Estrosi, même chose. Estrosi n'est plus maire de Nice parce qu'il est conseiller régional. Donc, c'est un exemple. Je pense que non, il ne faut plus qu'il y ait de cumul, dans le sens où ça permet à la personne de gérer son poste vraiment à 100% dans lequel elle se trouve. Parce que t'es député, t'es maire, t'es machin, t'es patin. T'as plus de vie de famille, quoi. Je veux dire, t'as plus de vie de famille et puis t'as plus de vie aussi professionnelle parce que t'es tout le temps en train de courir à droite à gauche, quoi. Par contre, là, je vais pas parler de cumul de mandat, mais c'est un sujet que je voudrais savoir. Est-ce que, franchement, les réélections, est-ce qu'il faut changer à chaque fois ou est-ce que ça vous choque qu'il y ait, par exemple, un maire ? Je vais parler des maires, par exemple, quelqu'un qui est maire depuis, 25 ans, par exemple. Si 5 fois élu, quoi. Si c'est quelqu'un qui fait évoluer son village ou sa ville, moi, ça me gêne pas. Honnêtement, ça me gêne pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui dit ouais, je vais faire évoluer et qui stagne, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, à un moment donné, mon gars, tu tournes la page. Donc, pour quand même qui se représentent à nouveau en tant que maire, les maires se représentent. Oui, du moment où il est bon, oui. Après, de toute façon, il y a toujours les élections qui sont là pour. Donc, il se représente. Ouais, s'il est pas bon et qu'il passe pas après, il s'en prendra qu'à lui-même, quoi. Moi, je pense qu'il faut quand même limiter un petit peu, parce que un maire qui est par exemple élu au moins 5 fois à la suite. C'est lourd un petit peu des fois. Faut changer, il faut évoluer des fois. On est dans les années 2000 quand même. Si c'est la population qui l'a choisi, là, moi ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que il cumule plusieurs postes et que à chaque poste, en fait, il délègue. Donc c'est pas vraiment lui qui est au poste, en fait. Tu parles des adjoints. Et donc il fait quoi ? Parapher que des documents sans vraiment prendre note. Est-ce qu'il prend vraiment conscience de ce qu'il signe ? Alors, s'il y a une chose... Ou est-ce qu'on lui fait un résumé en disant oui, on va faire ça, et l'autre, ok, ça a l'air d'être bien, ok, je signe. Alors, je vais être honnête, je vais être très clair. Moi, l'expérience que j'ai eue à Bordeaux, M. Juppé n'est pas comme ça. Ça, c'est sûr. Il s'occupe beaucoup de sa vie, il s'occupe beaucoup des questions au niveau solidarité, tout ça. Je sais que là-dessus, on n'a rien à reprocher à M. Juppé en tant que maire. Concernant Sisteron, on n'a rien à reprocher non plus à M. Spagnou en tant que maire, parce qu'il se cache pas, il va dans la ville, il va vers sa population, il va les voir, il va à la rencontre, il dit bonjour à tout le monde, enfin, presque. Mais on peut pas reprocher certains maires d'aller vers les habitants, parler aux habitants, être auprès de ses habitants, comme M. Spagnou. S'il y a bien une chose que je peux pas reprocher à M. Spagnou, c'est bien ça, par exemple. Alors qu'on peut pas dire qu'un maire ne sert qu'à signer, c'est pas vrai. Il essaye d'être sur tous les fronts. Et puis il participe aussi à beaucoup d'inaugurations, il participe aussi à des manifestations. Donc voilà, nous en tout cas, concernant notre maire, là-dessus on n'a rien à lui reprocher. Après, est-ce qu'il y a d'autres maires qui sont comme ça ? Je pense que oui, notamment les grandes villes.
Il y a peut-être des maires qui font que signer, puis ils délèguent direct à ses adjoints. C'est vrai que là-dessus, après, c'est une grande ville. C'est différent de gérer une ville de 10 000 habitants et de 200 partout 000. non plus, quoi. Je veux dire, donc c'est pour ça qu'il y a des adjoints. Maire de Marseille, par exemple, ou même de Paris. Même déjà tenir un arrondissement complet, faut le tenir. De Paris, on la voit bien par exemple à la Gay Pride. Anne Hidalgo, elle participe. Ouais, mais bon, après tu la vois pas sur tous les événements non plus, parce que c'est pas possible. C'est plus un agenda qu'il te faut. Il te faut 15 années pour pouvoir être de partout. Donc c'est pas possible. Après, est-ce qu'ils choisissent pas plutôt des événements clés ou au niveau popularité, parce que il y a ça aussi qui joue, il y a l'image et tout, donc je pense que c'est bien sélectionné aussi. Et puis sur des trucs, on va dire, secondaires, on envoie les adjoints, quoi. Bon, c'est un débat vite fait comme ça, qu'on n'a jamais fait d'ailleurs, on n'a jamais débattu sur ce sujet, ça méritait débat. Alors il veut abolir la monarchie présidentielle, en instaurant un régime parlementaire stable dans lequel le gouvernement détient le pouvoir exécutif et qui doit être responsable devant le Parlement et transférer le pouvoir de nomination au Parlement. Alors ça c'est compliqué. C'est très compliqué. La monarchie présidentielle, je ne sais pas où elle est la monarchie présidentielle. Parce que si on doit faire François Hollande, on l'a pratiquement pas vu. Ah non, ça c'est sûr. Alors je sais pas où est la monarchie là-dedans présidentielle, puisque... non, il était sur Air Hollande One. Il était plus en voyage. S'il y a bien une chose qu'on peut pas dire sur François Hollande, c'est qu'on l'a pratiquement pas vu, c'est plus le gouvernement qui a tout fait. C'est ça. Donc je sais pas où est la monarchie présidentielle. Donc là-dessus, je comprends pas. Est-ce que, par contre, sous Sarkozy, peut-être, oui, effectivement. Oui. Sarko et d'autres, de toute façon. Donc, il y en a quelques-uns, quand même, que, le monopole, il est là, quoi. Donc, c'est bien beau d'être... Ok, t'es président de la République, donc tu gères ton pays, nanani, nana. Mais bon, t'es pas tout seul, quoi, je veux dire. Le titre, il fait pas tout, quoi. Donc, il faut savoir aussi faire confiance à ceux qui sont juste en dessous, quoi. Alors les suivants, alors là aussi ça mérite beaucoup de débat. Il veut élire l'Assemblée nationale à la proportionnelle. L'Assemblée nationale, je rappelle, c'est les députés. Donc, à la proportionnelle. C'est pas mal. Par contre, le suivant, supprimer le Sénat. Là, ça mérite... Est-ce que le Sénat sert à quelque chose en ce moment? Parce que c'est vrai qu'on entend plus parler de l'Assemblée nationale que le Sénat. Il faut un Sénat, de toute façon. Sans Sénat, ça sert à... En fait, il ne veut pas passer par Sénat, que tout soit à l'Assemblée nationale, en quelque sorte, au niveau des votes de loi. C'est ça. C'est vrai que le Sénat... C'est vrai qu'on entend plus parler de députés que de sénateurs, mais le Sénat sert à quelque chose pour moi. Donc supprimer le Sénat, non, parce que... Ça serait dommage de... Pour moi, le Sénat sert à quelque chose. Peut-être qu'on entend moins parler du Sénat, mais c'est pas parce qu'on entend moins parler du Sénat que le Sénat ne sert à rien. C'est ça que je veux dire. Donc moi, là-dessus, ça me dérange. Après, on verrait plus en direct ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pas le débat. Mais il n'y a pas qu'au Sénat que ça dort. Donc, non, c'est vrai que quand tu regardes les émissions dans les hémicycles, ça fait rire. Oui, mais il faut dire qu'il passe quand même du matin jusqu'au soir. Ouais, non, mais attends, et tu te dis que t'es gouverné par ça, quoi. Je veux te dire, ça fait peur, quoi. C'est surtout qu'ils sont payés aussi par présence. Ça vous choque, ça. C'est vrai ils sont payés combien déjà les députés et les sénateurs? 5 000 € à peu près. Ouais, donc tu te dis, le mec, il est payé 5 000 €, allez, on va dire ça comme ça. Le mec, il est payé 5 000 € à pioncer dans un hémicycle. J'ai dit au hasard, je connais pas les montants. Je veux dire, il arrive à un moment donné, il faut appeler un chat, quoi. Je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, il y en a qui vivent avec le strict minimum, ils dorment pas, quoi. Donc pour vous, ça vous dérange que, ils sont payés à ce stade-là pour dormir. C'est ça. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que souvent, ils sont pas tout le temps dans l'hémicycle. C'est ça. Ils sont pas tout le temps présents, ils sont pas forcément tout le temps présents, donc ils sont payés où, quand, comment. Alors après, j'espère qu'ils travaillent dans leur en tant que députés dans leur région, dans leur département. J'espère qu'ils travaillent, s'ils vont pas dans l'hémicycle, j'espère qu'ils sont en tout cas en plein travail à domicile, on va dire. Mais c'est vrai que dans les hémicycles, on voit pas forcément les 577 députés tout le temps. Ah non, c'est sûr. Des fois, il n'y en a même pas une trentaine, donc... moi, ça me dérange, ça, par contre. Parce que les votes de loi, tout oui, ou alors t'en vois un qui pionce et tout, puis au moment où il faut valider un truc, le mec il se réveille, oui, c'est bon, je valide. Ouais, je t'en ai rien entendu, quoi. Oui, ça se passe. T'as pas suivi le débat, t'as pas suivi ce qui a été en train de se dire, et tu valides un truc que tu sais pas, quoi, en fait. C'est inadmissible. C'est comme si qu'on allait voter sur une loi et que 90% du bordel ils dorment. Et tu vas te réveiller d'un coup en disant ouais je valide, et tu sais même pas ce que tu vas valider, quoi. Quand tu vas valider la 3e guerre mondiale, t'en sais rien, quoi. Je vous rappelle qu'on aura droit aux élections législatives en juin. Bah forcément. L'un ne va pas sans l'autre. Non, parce que là on est en plein débat sur les élections législatives là, donc du coup c'est ça. Ça mérite débat.
Supprimer la Cour de justice de la République et soumettre les membres du gouvernement à la justice ordinaire. Alors, soumettre les membres du gouvernement à la justice ordinaire, oui. Après, il veut supprimer la Cour de justice de la République, peut-être parce que c'est eux qui défendent les parlementaires tout ça, et qui passent directement à la justice ordinaire. Oui, moi, oui. Bah, après tout, tu restes un être humain comme un autre, donc tu dois être Citoyen. jugé comme tel. Ouais, un citoyen. Donc tu dois être jugé en tant que tel, quoi. Ton titre, on s'en fout, quoi. Je veux dire, avant tout, t'es un citoyen, quoi. Avant d'avoir ce titre-là, t'étais un bouffon, quoi. Hein, comme tout le monde, quoi. Donc un ministre doit être comme tout le monde, pour bien sûr. vous, jugé dans un TGI, par exemple. Voilà, c'est ça. D'accord. À égalité que n'importe quel autre citoyen, quoi. D'accord. Donc ça, là-dessus, on n'a rien à dire, c'est parfait. Là-dessus, c'est normal. Je savais même pas que ça existait, le cours. Est-ce que vous avez entendu parler de la Cour de justice de la République? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi, j'en avais entendu parler, hein, que c'est ce qu'on appelle les deux justices, en fait. Hein. Donc, ouais, si, j'en avais entendu parler. La première fois que j'entends parler, mais moi, non. Effectivement, moi, je veux que ça me paraît logique, quoi. Que tout le monde soit jugé à titre égal et pas, parce que tu es parlementaire ou ministre ou tout ça, qui vont être jugés dans un autre critère, dans un autre cours de justice. Non, là-dessus, c'est vrai que c'est pas normal. Je suis d'accord aussi. On va peut-être passer le côté trop République, parce qu'il est beaucoup sur la 6ème République, en tout cas. À la liberté de conscience, il a parlé aussi. La fameuse liberté de conscience, notamment au niveau des mairies. Est-ce que oui, non, oui? Est-ce que les maires doivent avoir la liberté de conscience? Alors, on va pas parler du mariage pour tous, hein. C'est encore autre chose, mais quoi, la liberté de conscience d'agir dans leur mairie, où est-ce qu'ils doivent être, où est-ce que la mairie doit être encore Je pense qu'il faut garder. Je trouve que ça peut mener à certaines dérives. C'est ça. Le fameux droit de mourir dans la dignité aussi. Ça, je trouve que c'est Oui, bien, ça. oui. Est-ce que, alors, c'est une question que je vais vous poser direct. Est-ce qu'on a le droit, nous, de choisir sa propre mort? Oui, pour moi, oui. Par exemple, si quelqu'un, alors attention, je vais aller dans un débat très cash. Quelqu'un qui se suicide, c'est son droit, donc du coup, alors. Moi, je pense que mourir dans la dignité, dans le sens où, tu vois, t'as une maladie qui est costaud et que, bon, ben, ouais, il y a pas forcément grand-chose à faire et que la condamnation, elle est sans appel, et que tu veux pas souffrir et que tu veux partir sans défaillance ou quoi que ce soit. Ouais. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de l'euthanasie? Vous vous en souvenez qu'on a fait un sujet sur l'euthanasie? Voilà. Oui, mais par exemple, allez, regarde, moi je connais un monsieur de 96 ans maintenant. Sa nièce, elle est atteinte de sclérose en plaques. Oui. Donc cette personne-là est clouée dans un lit, elle ne sait plus parler, elle ne sait plus manger, elle est nourrie par intubation. C'est à peine si elle sait respirer seule, donc elle ne sait plus se mouvoir du tout. Elle a même des scars qui s'installent sur sa peau. Et voilà, moi je trouve que ce genre de personnes, si ils désirent mourir, je ne vois pas pourquoi on ne leur accorderait pas, parce que c'est eux quand même qui souffrent. Alors, je m'en souviens qu'on a fait un sujet là-dessus, parce qu'en fait, le but, c'est à nous de choisir et pas aux médecins de choisir. C'est ça qu'on. C'est encadré, que c'est carré, voilà. qu'il y a l'eau. Voilà. Moi, je dis qu'il n'y a pas de souci. Hein. Si tu as envie de mourir, c'est ton droit, c'est ton choix. Et c'est pas au médecin de dire non, on veut vous garder en vie, alors que le patient est contre ça. Moi, je suis d'accord aussi. Moi, je pense que chaque patient ou chaque malade ou n'importe qui souffre de quoi que ce soit a le droit de dire si j'ai envie de partir ce soir, si c'est mon droit. On te fait signer une décharge, machin, comme quoi que tu autorises le médecin à te faire l'injection de l'injection, ben voilà quoi, et puis c'est terminé quoi, je veux dire, hein. Du moment où c'est signé, en plus c'est ta signature à toi, donc. Et même verbal, si la personne ne sait plus bouger, imaginons qu'elle ne sait pas tenir un stylo avec des témoins, non, c'est pas... dire voilà, cette personne-là n'est plus apte à signer, mais elle nous a fait comprendre, soit par verbalement, soit par des signes, parce qu'on lui a posé la question, soit par des clignements d'œil en disant voilà, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu clignes une fois pour oui, deux fois pour non, imaginons, voilà, et par ce moyen de communication, nous sommes arrivés, voilà, il y a ces personnes-là qui sont témoins que cette personne-là a voulu mettre fin à ses jours. Ça me dérange les témoins, moi, je vous le dis franchement.
C'est pour ça que j'entends le mot témoin. Moi, ça me dérange. À part si c'est dans le cocon familial. Faut que ça reste familial, si c'est de toute témoin, façon. Témoin dans le sens que voilà, la personne n'a pas été euthanasiée contre sa propre volonté. c'est ça. Oui, puis il faut que ça reste dans le cercle familial. Oui, mais si la famille est contre, tu fais comment? Faut que ça soit. C'est là aussi, il faut dire, il faut donner tout pouvoir aux patients qui. Après, venant de la famille, je sais pas, tu vois ton enfant ou ton mari ou je ne sais quoi d'autre, pu réagir à quoi que ce soit. J'estime que faut arrêter quoi. À un moment donné, on reste des humains, on n'est pas des rats de laboratoire quoi, je veux dire. Alors continuons le programme de Monsieur Mélenchon. Là, on arrive sur la partie LGBT cette fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il veut autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. C'est très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle, notamment pour les personnes trans qui se battent là-dessus. C'est ça. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, il voudrait reconnaître le droit à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Donc les femmes lesbiennes y compris. Voilà. Et par contre, il est contre la GPA. Ah, c'est la seule petite, c'est la seule bémol. Il peut pas être d'accord sur tout. Hein. Voilà, il peut pas être d'accord sur tout. Par contre, c'est le seul bémol de la partie LGBT. Il est contre la GPA. Voilà. Maintenant, qui dit qu'il peut pas changer C'est ça. Ah, ça peut changer, oui, mais après. Par après, l'idée aussi. La même. Marc, c'est vrai. Pourquoi pas changer? Parce que à l'inverse de Monsieur Hollande dans ce cas, parce que lui, il promettait la PMA, puis au dernier moment, il a refusé, puis après, il est contre la GPA, puis dans 5 ans, il pourrait dire oui à la GPA d'un coup. C'est ça. Dans ce cas, à l'inverse de Monsieur Hollande, dans ce cas, ça serait. Moi, bien. je dis que la GPA, ça pourrait passer. Voilà, si ça serait bien réfléchi, bien encadré, fait correctement, quoi. En parlant de la GPA, la mauvaise nouvelle que je vous parle, les 11 candidats sont contre. Hein. Bah oui. Comme ça, je vous fais cash. Hein. Les 11 candidats sont contre la GPA. Comme ça, il n'y aura pas de GPA du tout, apparemment, sur les 11 candidats. Je vous le dis clairement. Est-ce que... On va peut-être passer on va passer à autre chose. Ah, la République laïque. La laïcité, on en avait beaucoup parlé lundi déjà. Alors lui, il veut étendre le bénéfice de l'application de la loi de 1905 à tout le territoire de la République. Il veut abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Ensuite, il veut garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options, de toutes les options spirituelles devant la loi. Ça me dérange pas. Il veut combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Pourquoi pas? Il veut refuser les financements publics pour la construction des édifices religieux, des activités cultuelles, je connaissais pas, culte. Donc des activités cultuelles et des établissements confessionnels. Il veut refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine, et il veut interdire la présence des ministres et préfets aux cérémonies religieuses et refuser le titre de chanoine de Latran pour le président de la République. Les deux derniers, ça m'intéresse par contre. Franchement, oui, les ministres et les préfets, ils n'ont pas leur place dans les cultes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et puis fut un temps, les constructions d'édifices religieux, c'était payé non pas par l'État, mais justement par le diocèse ou via des dons, etc., etc. Donc maintenant que ça passe, que ce soit l'État qui doit payer les constructions, je trouve ça pas normal non plus, quoi. Ah, moi, j'ai failli acheter une église il y a pas longtemps. Ah parce bon que ça m'est passé en dessous du nez. Ah. Sœur Ève. Ouais, mais ça va, il y a déjà 2 saintes dans la famille, c'est bon. Alors, côté maintenant écologique. Il veut constitutionnaliser la règle verte. Il veut ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. Je me souviens, il en avait parlé sur C8. Il a parlé de... il ne veut pas qu'on prenne trop d'énergie de la terre. C'est normal, tu peux pas démonter plus d'arbres que ce qu'elle va produire. Il faut des années pour qu'un arbre repousse. Donc... Oui, bien sûr. Tout dépend du repousse de l'arbre. Voilà, donc... Imagine un chêne ou... C'est ça, donc du coup, tu ne peux pas te permettre de déforester à tire-larigot en sachant que derrière, il va te falloir 15 fois plus de temps pour que ça revienne à la normale, quoi, que ça repousse à la normale. Tout à fait ça. Il veut ensuite protéger les biens communs comme l'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie, la monnaie, qui ne sont pas des marchandises pour lui.
Et ils doivent être gérés en fait démocratiquement, avec le droit de propriété qui doit être soumis à l'intérêt général, ainsi que la propriété commune qui doit être protégée et ainsi que les services publics qui doivent être développés. Je pense qu'il n'y a pas forcément de débat, je pense que c'est de la logique pure et simple. Je pense que moi, personnellement, et je vais être plus cash, c'est que ça, là, ce que je viens de voir ce point, tous les candidats devraient le faire. J'ai pas besoin on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Tout ce qui est, de toute façon, tout le côté écologique, tous les candidats doivent prendre ça au sérieux. Après, c'est pas la peine d'en faire des caisses au niveau budget écologique, parce que c'est mondial, de toute façon, l'écologie. Ah bah oui. C'est une histoire mondiale avec le COP21, le COP22. Ça serait triste que ce soit qu'un seul pays qui doit gérer l'écologie. Voilà, donc ça c'est une histoire mondiale. Après, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses au niveau, comme avait fait malheureusement M. Macron, il a mis beaucoup sur l'écologie. Il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses là-dessus. Ouais. Par contre, participer et faire ça, je pense que c'est logique, il n'y a pas besoin d'en faire un débat. Les 11 candidats doivent s'occuper de l'écologie de toute façon. Ensuite, il veut accorder alors là on change de sujet, il veut, au niveau de la citoyenneté, il veut accorder de nouveaux droits de contrôle aux comités d'entreprise sur les finances de leur entreprise. Eh ben dis donc, bon courage les entreprises, hein, vous avez du souci à vous faire là par contre, je vous le dis. Ensuite, il veut instaurer le droit pour les salariés à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques. Pourquoi pas. Il veut renforcer le pouvoir d'intervention des salariés contre les licenciements économiques par un droit de veto suspensif des comités d'entreprise. C'est plus au patron de gérer. Nous, on n'est peut-être pas forcément doués sur ce truc-là. Concernant maintenant la partie justice, il veut mettre fin à la paupérisation de la justice et de l'administration pénitentiaire. Donc, il veut mettre en œuvre un plan de recrutement de personnel pour désengorger les tribunaux. Je crois que lundi, on avait dit ça sur un autre candidat. Il veut rénover et construire de nouveaux locaux pour les tribunaux. Pourquoi pas. Il veut recruter 2000 agents pénitentiaires pour les escortes des détenus. Est-ce que 2000 agents pénitentiaires, ça fait pas un peu trop ? Bah des fois quand t'en as pas du tout. Bon. Ah, il y en a pas du tout. Moi on m'avait refusé une escorte parce qu'il n'y avait pas d'agents disponibles. Alors, il veut mettre fin au tout carcéral par des peines alternatives à la prison, rénover les prisons pour garantir la dignité humaine et assurer la socialisation des détenus. En précisant qu'il ne faut pas que les prisons deviennent non plus un centre de loisirs, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un minimum quand même. Oui. Il y a un minimum de dignité, je suis d'accord. Mais après, il ne faut pas que ça devienne un centre de loisirs auquel le matin, vas-y, tu regardes la télé, tu manges tranquillement, tu manges à ta faim, et puis le soir, vas-y, tranquille, tu manges dans ton petit frigo. Oui. Je t'ai déjà dit, je suis pas forcément contre, je suis pas forcément pour ce genre de choses. Je te l'ai déjà dit ça. Quand tu es en prison, c'est parce que tu as commis des délits et des crimes, et que c'est ta prison. Mais on peut pas non plus tout enlever. On t'enlève déjà la liberté, donc on peut pas tout te supprimer non plus, c'est pas possible. D'accord. La dignité humaine, elle est là. Mais après, il faut pas non plus tout offrir sur un plateau d'argent. C'est pas offert, puisque tu le payes quand même, en tant que détenu. Ça se paye. La télé, elle se paye en détention. Le frigo, il se paye en détention. Ta bouffe, tu la payes en détention. Donc c'est comme si tu étais à l'extérieur, certes en beaucoup plus réduit. Mais bon, t'as pas la liberté, mais bon, tu jouis quand même des privilèges extérieurs, un minimum. Ah bon, jouis ? Je m'en doutais. Eve, on dit rien. On parle de jouissance et on parle... Voilà. Je m'en doutais, Eve allait réagir. Ensuite, autre point, garantir la protection judiciaire de la jeunesse, la justice des mineurs et la politique de prévention de la délinquance et les sanctions éducatives. Eh ben oui, forcément. Oui, après, faut pas trop les caresser dans le sens du poil. Faut quand même être un minimum de fermeté quand même. Voilà, mais c'est un petit peu ça aussi que je veux dire, aussi pour les prisons. C'est ça. Ne pas non, non mais plus... Non, mais la fermeté, elle y est. Ouais. Après, elle y est chez les adultes. Chez les mineurs, c'est bienvenu au monde merveilleux des bisounours. On peut faire débat rapide. La jeunesse d'aujourd'hui, du laisser aller. Ah ben moi comme je t'ai dit, la jeunesse d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour moi, ils devraient être jugés comme des adultes. Et non pas comme des petits délinquants mineurs, quoi, je veux dire. Les mecs, ils ont 14-15 ans, voire même moins, et c'est des délits d'adultes, quoi, je veux dire. Donc on arrive à un procédé où, peut-être diviser la sanction par rapport à un adulte, mais équivalente. Pourquoi pas. Quelqu'un veut rajouter quelque chose au sujet des mineurs d'aujourd'hui concernant les délinquants. Comme la vache dit à Sauveau, c'est de plus en pire. Oui, mais justement. Et donc maintenant, il faut être plus ferme envers... c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça, il faut arrêter de dire « Ah, bah oui, mais il est mineur, alors on va lui mettre 2 mois avec sursis, on va le mettre en maison de machin. » Non, c'est ok, t'as été condamné. L'ascendance pour un adulte, c'est 3 ans d'emprisonnement. Bah toi, tu vas faire 1 an et demi. C'est tout.
excuse-moi de parler de ça, parce que tout ça, par exemple, il y a voilà, on a un cas concret qui est très personnel, on est obligé d'en parler. Quelqu'un qui a un petit jeune de 9 ans, là on peut dire ça, un petit jeune de 9 ans qui a poussé une petite par la fenêtre, on peut dire ça comme ça, qui l'a tué, et qui s'en est sorti de quoi, s'il vous plaît ? Oui, bah oui. Allez-y, rappelez-vous. Bon, là c'est personnel, hein. Comment ça Il n'y a pas eu de prison. Non, je crois qu'il... Il y a eu suivi psychologique. Ouais, juste un suivi psycho. Voilà. Cherchez l'erreur. Il n'y a pas une injustice quelque part ? Forcément. Et quand je pense qu'il y a la responsabilité des parents dedans et qu'ils s'en sortent... C'est ça. Ça, par contre, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc la justice, on revient sur un débat qu'on avait fait. Elle est à deux vitesses, ça, de toute façon. Hein. On revient, voilà, là-dessus, voilà, c'est très injuste, et on revient sur un des premiers thèmes qu'on avait fait, c'est l'injustice dans la justice. C'est ça. Il y a des trucs tellement injustes, c'est pas parce que c'est un enfant qui doit... ouais, bah, vous savez, c'est qu'un enfant, c'est normal. Il y a quand même meurtre, qu'on le veuille ou pas, et un meurtre, ça reste un meurtre, quoi. La personne, elle va pas revenir, quoi. Hein. On n'est pas dans un jeu vidéo, là, hein, donc... Ouais, moi, je trouve ça très injuste. Il arrive à un point, comme je dis, la sanction, elle doit être faite, moindre qu'un adulte, puisque tu ne peux pas juger un enfant au même titre qu'un adulte, c'est pas possible. Mais se servir du quota, par exemple d'emprisonnement pour un adulte, admettons de 3 ans, dire bah écoute, vu ton âge machin, bah, on va couper la part en deux, tu feras 1 an et demi. Et tu feras tes 1 an et demi. Cash. Moi, je vais vous poser une autre question. Dans ce cas, pour vous, à partir de quel âge on peut être en prison ? Bon, après 9 ans, je trouve que ça fait tôt quand même. Hein. T'as dit ? 9 ans, je trouve que ça fait tôt quand même. À partir de quel âge en tout cas ? Allez, moi je dis, 13-14, ouais, faisable. À 13-14 ans, on peut déjà être en prison. Ouais, faisable. D'accord. Faisable. Je pense que ça mettrait un bon coup dans le psycho, voilà, pour éviter que ça refasse des conneries plus tard. Vous êtes d'accord ? Mais justement, à fréquenter d'autres délinquants, est-ce qu'ils risquent pas justement d'apprendre plus à mal faire que se remettre en question et sortir Bah après, c'est au libre de chaque individu. Tu fais une connerie, tu l'assumes, t'es en prison. À toi de t'en servir comme une force et de te dire bon ben voilà, j'ai gâché ma vie pendant 1 an et demi, 2 ans ou voire plus. Bon ben je ferai en sorte de pas reproduire cette connerie là parce que bon ben, tu perds. Hein. Moi j'ai perdu 5 ans de ma vie, hein, donc voilà quoi. Sur la partie terrorisme, enfin antiterrorisme bien sûr, il a dit il veut garantir le contrôle par le juge judiciaire des opérations de lutte contre le terrorisme et augmenter les moyens de la justice antiterroriste pour garantir une lutte efficace, durable et respectueuse des droits et libertés fondamentaux. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui. D'accord. Je pense qu'il faut que tout le monde se fusionne là un petit peu là. Sur le pour travailler ensemble quoi. Alors justement, vous vous rappelez l'histoire de Charlie Hebdo. S'il y avait une chose qui moi m'a plu, c'est le côté voilà tous les partis politiques étaient rassemblés pour lutter contre Il y a eu une fusion bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont tous marché ensemble, cette fameuse grande marche à Paris, la marche républicaine, auquel il y avait tous les partis politiques. Je sais pas si Marine Le Pen était là, je m'en souviens plus. Mais je sais qu'il y avait Sarkozy, il y avait Hollande qui était côte à côte, tous ces genres de choses. Et les différents politiques étaient restés de côté. À quand Oui, Eva, excuse-moi. Non, mais ça, je trouve que c'est bien parce que c'est pas des partis politiques, mais c'est la France qui est en mouvement. Bah, c'est l'humain après qui parle là, de toute façon. Donc, si t'es pas capable de faire ça et de te dire ouais, enfin moi je suis de droite et puis j'irai pas parce que voilà, j'ai pas envie de me mélanger avec les autres, ça fait un peu con quoi. Alors, dans ce cas, je vais te poser une autre question parce que ça va revenir sur une autre question. Pas forcément sur le terrorisme, mais si par exemple le crash qu'il y a eu là, est-ce que tu trouves normal qu'il n'y a que le président de la République qui est là ou tu aurais préféré qu'il y ait justement tous les membres de tous les partis qui seraient présents sur ce genre de drame? Après, tout dépend aussi des emplois du temps de chacun. On peut pas non plus trop leur demander de bousculer leur emploi du temps. Maintenant, que le président de la République soit là, c'est un minimum quand même requis. Après, un représentant peut-être de chaque parti, tu vois, un des représentants, ça aurait largement suffi. On ne demande pas non plus à ce que tous les différents partis soient présents, mais au moins un représentant de chaque, tu vois. C'est quand même plus de 100 personnes qui ont implosé dans un crash, quoi, je veux dire. Il y a eu Angela Merkel de l'Allemagne qui est venue avec son Premier ministre. L'Espagne, c'est pareil.
Enfin, il y a eu d'autres pays qui sont venus au minimum avec un premier ministre, le ministre, un autre ministre. Enfin, ils sont venus à 2 ou à 3, quoi. Je vais te donner un autre exemple. En France, on a eu qu'un Flamby qui est venu, et encore, ça limite si ça le faisait pas chier d'être là. Je vais te donner un autre exemple. L'attentat de Nice de l'année dernière, du 14 juillet. Il y a eu personne. Il me semble qu'il n'y avait pas tous les représentants politiques. Ah non. Moi, je pense que tu vois, là, parce que comme on est sur un débat présidentiel et politique, moi je me dis tous les partis politiques ont aussi un rôle à jouer. C'est pas parce que au-delà de leur divergence d'opinion, je pense ça serait bien que sur ce genre de drame qu'ils soient unis, quoi. Sur ce coup-là, je l'ai pris un peu comme tu vois, Charlie Hebdo, ça s'est passé à Paris. C'est le fief, c'est le point central de la France. Tout le monde était là. Après, il y a eu un crash par-ci, il y a eu un attentat par-là, et ça n'a pas plus fait bouger les gens, quoi. Je veux dire, parce que voilà, quoi. Je pense qu'en fin de compte, il n'y a qu'un fief, tu vois, c'est Paris et rien d'autre, quoi, tu vois. Et autour, tu peux crever, quoi, en fait, hein, c'est limite ça, quoi. Et j'ai trouvé ça écœurant, quoi, je veux dire, parce que, ouais, alors on fait tout un pataquès pour des journalistes ou des chroniqueurs qui ont subi un attentat sur la capitale, et des restaurants, des machins, mais ce qui se passe aux alentours, dans les autres provinces autour, ben on s'en lave les mains, quoi, je veux dire, hein. Moi, je le cache pas, hein, je le dis toujours. Quand il y a eu le crash dans les Alpes, moi je l'ai ressenti comme ça. Hollande, ça le faisait chier de venir, quoi. Il a serré la main à la va-vite, quoi. Et encore, même pas en te regardant droit dans les yeux, quoi. Et envers les victimes, tu sais pas après, on sait pas, il y a eu... C'était fait en envers les familles des victimes, plutôt, excuse-moi. Envers les familles des victimes, c'était fait en huis clos, quoi. Donc, ah oui, c'est vrai, exactement. Donc, du coup, on peut pas dire... Après, même pendant les cérémonies, quoi, je veux dire, pour les 1 an, il y a eu personne. Pour les 2 ans, il y a eu personne. Enfin, on demande pas être là tous les ans non plus, quoi, mais puis, un minimum de présence, quoi. Donc, quelle est la requête, c'est que tous les partis politiques, ils enlèvent leur divergence d'opinion. Par exemple, un attentat reste un attentat. Qu'il ait lieu sur Paris, sur Nice, sur Marseille ou dans un petit village, ça reste un attentat, quoi. Je veux dire, t'es censé représenter ton pays, donc t'es censé être là, quoi. Y compris les autres partis, un minimum. Alors, concernant la justice, on y revient. Il veut en finir avec la politique du chiffre et supprimer les primes aux résultats dont les montants seront redistribués progressivement aux différentes catégories d'agents. Il veut restaurer la police de proximité en refondant les objectifs des polices municipales et affirmant la distinction entre les missions nationales et locales. Il veut faire l'évaluation des lois sécuritaires et abroger les dispositions inefficaces et renforcer aussi les politiques de prévention. Il veut aussi démanteler les BAC, qui ne font que du flagrant délit et ne permettent pas d'assurer une bonne relation entre la police et la population. C'est sûr. Ah oui, t'es d'accord avec ça? Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui, quand t'as affaire à la BAC, tu te dis que tu vas en prendre plein ta gueule, quoi, hein, pour rester poli, quoi. Hein. Je veux dire, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. La BAC, la brigade anticriminalité. Ah oui, d'accord. Voilà, tout simplement. Ensuite, il veut intégrer au service public certaines fonctions de sécurité aujourd'hui privatisées, donc la sécurité aéroportuaire notamment. Ensuite, il va en finir avec la police et la justice à 2 vitesses en augmentant nettement les effectifs de police en charge de la délinquance en col blanc en lien avec le fisc, les douanes et la justice financière. Ça, c'est compliqué comme débat. Par contre, il veut donner la priorité au démantèlement des trafics, donc les drogues, les armes, la prostitution, les êtres humains, etc., ainsi qu'à la lutte contre la délinquance financière, ainsi qu'à la corruption, le terrorisme. C'est bien. Démanteler tous les trafics, il serait temps. Oui. Si tout le monde mettait un peu la main dans... C'est ce qu'on dit tout le temps, quoi. Hein. Si tout le monde mettait la main dans la merde un peu pour anéantir toutes ces merdes-là, on s'en sortirait, quoi, je veux dire. Sauf que là... Et tout le monde prend des gains parce que tout le monde mange dessus, donc... En faisant ça, il faut donner donc plus de pouvoir à la police, parce que c'est vrai que la police est un petit peu... Ouais, mais après, il faut faire attention, parce que... Il y a aussi les corrompus, quoi, hein, je veux dire, parce que faut pas venir me dire à moi que la police, elle mange pas sur les trafics de drogue, elle mange pas sur les... Tout le monde est gagnant là-dedans, hein. C'est, ouais, ok, bon, vas-y, je ferme les yeux, je me sers au passage, et puis voilà, quoi. C'est prouvé, ça ? Bon, ça existe. Ça existe, mais malheureusement, on n'a pas de preuves. Quand tu vois, par exemple, chez les douanes, où t'as une saisie qui a été faite, et puis, il y a eu 100 kilos de disparus, ouais, génial, tu vas pas me dire que c'est une souris qui est venue les chercher, quoi. Il veut interdire les tasers et les flashballs. Les tasers, grand débat. Et il va remplacer, c'est par quoi, des vraies armes ? Eh bien, c'est une question. Et après, il veut aussi interdire les grenades de désencerclement pour favoriser la désescalade des affrontements. Bon, déjà, le débat du taser. C'est dangereux. Déjà le taser. Ça dépend.
Ça dépend. Le problème, c'est que si ça tombe sur une personne cardiaque, oui, c'est ce que je pensais, ça peut la tuer. Voilà, oups. Après, c'est efficace de toute façon. Ça reste. Ça paralyse, hein, la taser. Ah oui, mais c'est très efficace. Mais c'est dangereux aussi, quoi. Les flashballs, je vois pas où est le problème. C'est vrai que ça fait mal quand tu tires dessus, mais ça veut pas dire forcément que tu vas mourir du flash. On peut en mourir. Ouais, tu peux en mourir. Oui. C'est Vas-y, des balles en caoutchouc. Hein. Oui. Donc c'est propulsé par air comprimé. Oui, mais n'oublie pas que là où ça frappe, l'os peut éclater en plusieurs morceaux. Oui, hein. ça c'est vrai. Après, selon la vitesse de Tu la vois, balle, peut-être. C'est comme si tu prenais Et un après, pistolet à c'est billes. impossible à réparer. Hein. C'est ça que je comprends. Tu prends un pistolet à billes, tu te tires dessus avec un pistolet à billes. La douleur que tu vas ressentir, tu la multiplies par 20 ou 30. C'est la douleur d'un flashball. D'accord. Donc, Voire même pire. Le flashball, on va pas être transpercé, mais ça peut faire mal. Voilà, ça peut casser, ça peut peut casser te un détruire os. un os, Ça oui. peut. Ouais, d'accord. Ah oui. Et ça laisse de belles marques. Hein. D'accord. Enfin, j'ai jamais testé. Moi, j'ai testé le taser, mais. Pour ou contre? Ah, le flashball, moi, je suis contre, par contre. Et le taser? Ah, le taser, moi, ça me gêne pas. Faut faire. Bon, après, mais forcément, c'est pas marqué sur l'individu qu'il est cardiaque, mais bon. T'étais au courant alors? Ah, toujours. Ouais. J'ai toujours été mis au courant avec le taser. Ouais. C'est sympa à faire, en plus. À tester, du moins. Alors, il veut créer alors là, on change de domaine. Il veut créer un service citoyen obligatoire, pour les hommes et les femmes. Donc c'est bien, en toute égalité, ça fait plaisir. Ensuite, par conscription avant 25 ans, proche du lieu de vie, en limitant le casernement aux fonctions qu'il exige réellement. D'une durée totale de 9 mois, comprenant une formation militaire initiale incluant un droit à l'objection de conscience, rémunéré au SMIC, je tiens à préciser, et affecté à des tâches d'intérêt général, donc le secours à la population, les sapeurs-pompiers, la sécurité publique, la défense, la sécurité civile, la protection et réparation de l'environnement, ainsi que l'appui à des associations labellisées d'intérêt général. Alors là, on rentre en fait sur le service militaire, si je comprends bien. Donc, il n'appelle pas service militaire. Hein. C'est aussi le service civique dans la même. Donc là, il n'appelle pas service militaire obligatoire. Là, il veut créer en fait un service citoyen obligatoire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis totalement pour. Je suis totalement pour. Après, avoir une formation militaire. Alors évidemment, Lionel est pour, parce qu'on parle de la sécurité civile. Non, mais j'estime qu'il est important de sensibiliser maintenant nos jeunes têtes citoyennes. Et que, voilà, quoi, c'est que l'avenir de demain, il nous appartient à tous, quoi. Donc, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Lionel, dans le sens que, voilà, ça peut ouvrir aussi des opportunités de carrière, dire que le jeune se dise, ah mais tiens, j'avais pas vu ça comme ça, et ça m'intéresse, j'ai envie de continuer après mon je veux dire, parce que pour remplacer le service, j'allais dire mon service, après comment tu dis encore? Comment ça va s'appeler? Le service citoyen obligatoire. Oui, le service citoyen, j'ai envie de continuer dans ce que j'ai entrepris. Oui, et en plus, ça reste une formation de 9 mois. Enfin, si j'ai bien compris, oui, 9 mois. 9 mois, donc en 9 mois, ça te laisse largement le temps de rentrer dans le service dans lequel tu seras. En plus, tu es payé pour. Et là-dessus, je viens de dire, il y a une formation militaire dedans. C'est ça. Donc, voilà, quoi, tu pars avec des bagages quand même, quoi, je veux dire. Hein. Ça te permet déjà d'avoir une bonne formation, de toucher un petit peu à, comme on l'a marqué, hein, au niveau des sapeurs-pompiers, etc. Donc, et puis ça peut donner des opportunités de carrière aussi, puisque ça ouvre aussi des perspectives. Faut pas cracher dessus, quoi. Moi, je dis que franchement, je suis totalement pour. C'est pas parce qu'il y a marqué c'est pas parce qu'il y a de la protection civile ou sécurité civile que ça y est, quoi. Ah, on sait jamais avec toi. Après, on peut recruter, hein. Mais justement, si ça peut permettre derrière, sûr, ça permet de recruter aussi et de dire, parce que c'est bien beau quand on parle de sécurité, de protection civile, etc. Ouais, ça reste du bénévolat, mais ça ouvre des perspectives quand même derrière. Alors dans la même lignée, il veut aussi créer une garde nationale placée sous commandement civil et composée des jeunes en service citoyen obligatoire, donc on revient sur le truc précédent, ayant choisi d'intégrer la réserve pour la protection de la sûreté et de l'intégration de la nation, ainsi que des unités existantes labellisées, donc la réserve de sécurité nationale, la réserve de sécurité civile et la réserve citoyenne. Compliqué par contre là, c'est faire une réserve tout simplement, ouais. C'est comme on a avec les armées et les gendarmes, etc. Quoi. Alors, on passe les Outre-mer parce que malheureusement, c'est pas chez nous. Mais on leur fait un petit coucou au passage. Voilà, donc profitez bien des plages avec de l'eau à 40 degrés. On me vénère.
Alors, est-ce que vous avez d'autres sujets à dire, de temps que je trouve d'autres... Non ? Non. Ouais, pour l'instant, il a un bon petit programme, je trouve. Alors, on est sur les plans maintenant économiques. Bon, il y en a un qui a... Je rassure, on n'est pas en attentat, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y en a un qui s'est raté avec sa voiture au parking. Je pense. Il a joué au toucher. Je crois. Alors, il veut proposer 100 milliards d'euros, injecter 100 milliards d'euros supplémentaires dans l'économie pour des investissements écologiquement et socialement utiles. Alors, 100 milliards d'euros. Oui. Où va-t-il les trouver ? On va les chercher sous les sabots. Sous les matelas, des sous les chevaux, matelas. hein. Il veut transformer les 41 milliards d'euros annuels du pacte de Séville, du pacte de responsabilité et du crédit d'impôt de compétitivité pour financer la transition énergétique et les activités socialement utiles. Là encore, ça me dérange pas. Le premier, je comprends pas, mais le deuxième, par contre, ça me dérange pas plus. Il veut remettre à plat l'ensemble des aides publiques et exonérations d'impôts ou de cotisations accordées aux entreprises, évaluer leur efficacité et revenir sur les aides antisociales et anti-écologiques. Voilà. Concernant maintenant les banques, il veut séparer les banques d'affaires et de détail. Il veut contrôler les mouvements de capitaux. Il veut instaurer une taxe réelle sur les transactions financières. Il veut interdire les ventes de gré à gré et la titrisation. Enchanté. Vous savez, avec M. Mélenchon, il faut s'attendre à tout avec les mots. Si tu connais le mot titrisation, moi non plus. C'est pour ça, s'il vous plaît, chers candidats, mettez des mots qu'on comprend. Je connais le verbe titiller, mais... Non, mais là, c'est titrisation. C'est pour ça que je suis un peu perdu, là. Bon, si t'as bien titillé. Oui, bien sûr. Il veut identifier et interdire les produits dérivés toxiques et inutiles au financement ou à la couverture des flux économiques réels. Bon, s'il veut. Ensuite, il veut mettre fin à la cotisation continue des entreprises en bourse. Compliqué tout ça. Hein. Il veut moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise en réservant le droit de vote aux actionnaires acceptant de s'engager sur une durée de présence. Donc là, on est sur l'économie, hein, on est d'accord. Il veut moduler l'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices pour encourager l'investissement en France. Il veut augmenter la mise en réserve légale qui oblige l'entreprise à conserver une part de son résultat plutôt que de les distribuer entièrement en dividendes. Ensuite, il va interdire aux entreprises de distribuer un montant de dividendes supérieur à leurs bénéfices et donc d'emprunter pour distribuer des dividendes. En fait, si vous avez compris, dites-le moi, je pense qu'il n'y a que les gens qui sont dans les études d'économie... c'est que les économistes là, qui peuvent comprendre. Là, je pense qu'il n'y a que ceux qui sont en études d'économie qui peuvent comprendre ça, parce que là, franchement, là, plus dur que ça, si vous-même, vous pouvez débattre sur ça, dites-le moi. Non, c'est pas possible. Non, l'économie, non. Là, on est mal. Là, c'est pas possible. On continue. On va peut-être passer sur tout ce qui est économique parce qu'on ne peut même pas débattre sur quelque chose qui est tellement compliqué à débattre. On peut passer, si vous voulez, l'économie. Hein. Bon, là, c'est plus important. Il veut abroger la loi El Khomri. La loi travail, si je ne me trompe pas. Donc le mouvement social contre la loi El Khomri a montré combien les luttes sociales et républicaines sont liées. La loi El Khomri a mis fin à la hiérarchie des normes sociales. Désormais, un accord d'entreprise peut s'imposer même si un accord de branche ou la loi sont plus favorables aux salariés. Voilà. Ça, c'est ce qu'il propose. Ensuite, il veut éradiquer la précarité et respecter les métiers et les travailleurs. Là, on rentre sur un autre sujet, donc sûrement sur le chômage. Donc, il veut réaffirmer dans les faits le CDI comme norme du contrat de travail. Bah oui. Alors, là, c'est déjà plus sérieux, là. Oui, non, oui. C'est bien, c'est bien. Il veut instaurer un quota maximum des contrats précaires dans les entreprises, c'est-à-dire pas plus de 10% des contrats précaires dans les PME et pas plus de 5% de contrats précaires dans les grandes entreprises. Ensuite, il veut faciliter la requalification en contrat de travail salarié des auto-entrepreneurs à client unique et des collaborateurs exclusifs des plateformes dites collaboratives. Ensuite, il veut lutter contre le temps partiel contraint qui touche 80% des femmes. Alors, le temps partiel. Peut-être un débat vite fait. Moi, je dis que le temps partiel, ça reste pas plus mal. Dans le sens où ça te permet un peu plus de gérer ton emploi du temps au quotidien, quoi. Moi, j'ai jamais été contre, donc... Le temps partiel, ça dérange pas? Ah, moi, non, ça me dérange pas. Pas du tout? Non. Je pense que toi, tu avais travaillé pendant un an en temps partiel, si je me trompe pas. Ça t'a dérangé ou pas? Non, pas spécialement.
Par contre, je crois que t'es un peu loin des micros. Hein. Alors, complet, hein, mais alors royal, hein, excusez-moi, mais non. Comme dirait Ségolène. Vas-y, On continue. Il veut. Alors là, je suis contre. Je vais être très clair. Il veut régulariser les travailleurs sans papier pour assurer égalité sociale entre travailleurs. Bah non, du moment où t'as pas de papier, je vois pas pourquoi tu irais travailler. Pourquoi régulariser les travailleurs sans papier s'ils sont pas dans la régularité ? C'est ça. Il faut passer comme tout le monde. C'est ça, hein, c'est comme tout le monde. Hein, c'est Passer par la hiérarchie actuelle. Hein. Voilà, c'est ça. Faut pas rêver, hein. C'est pas le monde merveilleux des bisounours. Ça y est, on va régulariser comme ça y est. En claquant des doigts, tiens, tu veux travailler, tiens, je débarquer de Tombouctou. Je veux travailler. Bah écoutez, je travaille. Et au nom du Père du Fils, je te régularise. Non, pardon, c'est pas ça. Faut pas faire ça comme ça non plus. Non, comme tout le monde, quoi, parce que. Oui, sinon il y a de l'injustice. Ah, complètement. Il veut titulariser tous les précaires des 3 fonctions publiques. Tous les précaires. Alors, qu'est-ce qu'il appelle titulariser tous les précaires des 3 fonctions publiques ? Alors là, je t'avoue, je ne comprends même pas moi-même ce que ça veut dire. C'est bien. C'est bien, mais je sais même. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'était sur le côté emploi. Je pense qu'il va y en avoir d'autres plus tard. Sur la sécurité sociale, il veut assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail, c'est-à-dire le droit à la formation et l'ancienneté. Il veut garantir la continuité du revenu en cas de perte d'emploi ou de retrait d'activité dans le cadre d'une sécurité sociale professionnelle. Il veut établir le droit opposable à l'emploi en faisant de l'État employeur en dernier ressort en cas de chômage de longue durée. Il veut refonder le service public de l'emploi en identifiant clairement chacune des missions, donc que ce soit le conseil accompagnement, les indemnisations, l'orientation et la formation professionnelle. Il veut aussi donner la liberté aux artisans, commerçants, indépendants, chefs d'entreprise et auto-entrepreneurs de s'affilier au régime général de la sécurité sociale plutôt qu'au régime social des indépendants, le fameux RSI. On en avait beaucoup débattu lundi. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs pour l'instant chez Mélenchon. C'est ça. D'après ce que parce qu'on débat, il y a du pour ou contre. On n'a pas beaucoup de contre en ce moment. Hein, donc, il veut maintenant donner aux jeunes les moyens de leur autonomie. Donc, il veut instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans d'une durée de 3 ans, sous réserve d'une formation qualifiante ou sous condition de ressources. C'est bien. Ça, c'est bien. À condition qu'ils travaillent, bien sûr. Ça, c'est logique, hein. Ensuite, il veut remplacer les emplois d'avenir par un contrat jeune d'une durée de 5 ans dans le secteur non marchand et public, ouvrant droit à une formation qualifiante en alternance ou à une préparation au concours de la fonction publique. Oui, on revient sur les emplois jeunes, quoi. Il veut remplacer les emplois d'avenir, en tout cas. Donc, oui, avant c'était des emplois jeunes. On a fait des emplois d'avenir, mais là on revient sur les emplois jeunes. C'est sûr. C'est l'histoire du chien qui se mord la queue, quoi. Alors maintenant, on va en venir sur les temps de travail, mais vraiment en général. Cette fois, on n'est plus sur les jeunes, on va faire en général. Il veut généraliser une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés. Parce qu'on est à combien ? 5, c'est ça en ce moment ? Ouais, je crois que c'est ça. C'est 5, et là, il va en mettre une 6e. Pour ou contre ? Bon, c'est bon, vous n'allez pas me dire contre une sixième semaine. C'est la personne qui dit que je suis contre une 6e semaine de congés payés. Ça permet de faire 2 fois 3, quoi. Non. Si tu veux, parce que t'es pas obligé de les prendre consécutifs, tes 5 semaines. Oui. Donc tu peux fractionner en plusieurs fois, donc c'est pas plus mal. Ensuite, il veut appliquer réellement et immédiatement les 35 heures. Alors là, on est complètement à l'inverse de ce que Fillon propose, si vous en souvenez. Hein. Donc il veut majorer les heures supplémentaires avec 25% pour les 4 premières et 50% et plus au-delà. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Il veut revenir sur la flexibilisation, l'annualisation, l'intensification et les horaires fractionnés. Il veut revenir sur les forfaits jours et le limiter au seul cadre dirigeant. Et il veut revenir sur les élargissements du travail du dimanche. Fameux débat du travail du dimanche. On en avait beaucoup parlé, ça c'est la fameuse loi. Oui. Alors, pour ou contre le travail le dimanche ? Moi, je suis pour. Moi, je dis que si la personne veut travailler le dimanche, eh bien qu'on lui permette de le faire. Par contre, si y a une personne qui dit non, moi je veux consacrer le dimanche à ma famille, à mes enfants, ben qu'on ne l'y oblige pas. Vous dites ça à ceux qui travaillent dans la restauration ? Peu importe le secteur, parce que moi je sais bien que le poste qu'on me faisait miroiter, il y avait certains dimanches que je pouvais travailler, c'était pas une obligation, mais je pouvais prester des heures le dimanche. Donc ça pose pas de problème de travailler le dimanche.
La preuve que non, puisque toi, avec la protection civile, tu fais beaucoup de missions le dimanche. Est-ce que c'est une gêne? Oh, bah non. Non, ça m'a jamais gêné. Même quand il y a ton fils? Ah, bah après, quand ça tombe et que ça tombe, bah, il n'y a pas le choix, Hein. Mais tu le fais quand même. La paix, elle est là, hein, donc quand on aime, on compte pas. Hein. Quand on aime, on compte pas. En plus, qu'il faut pas dire. En plus, il sera là ce week-end d'ailleurs. On va le voir vendredi, ça va faire plaisir ça. Il veut aussi harmoniser les temps sociaux, donc par jour, par semaine, par année, par vie. Il veut installer des bureaux du temps ayant pour mission l'évaluation de la synchronie des temps sociaux constatés. Ça, c'est très compliqué. Si vous avez compris quelque chose, tapez 1. Il parle aussi d'aide à la formulation des demandes pour l'organisation de la réduction des temps de transport, emploi à domicile et de bourse d'échange d'emploi. Voilà. Il veut fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise. Eh bien oui, parce qu'il y a tellement d'injustice dans les salaires aussi. Quelqu'un qui a un cadre qui a payé 5 000 euros et l'autre qui fait toutes les tâches, il ne paye même pas 1 000 euros. Non, c'est vraiment... c'est ça. Il faut quand même le dire ça aussi. Il y a une injustice là-dessus. Hein. Ouais, tout à C'est fait. comme le boulot des assistants. Hein. Il veut pas. Alors ça, attention, là aussi, grande proposition. Il veut augmenter immédiatement le SMIC net de 16% pour le porter à 1 326 euros net. J'ai bien dit net, c'est pas brut. Hein, 1 326 euros net pour 35 heures. Ah bah c'est bien. Oui, mais est-ce que c'est faisable? Non, mais c'est bien. Ouais. Pourquoi 1326? Net, c'est pas ouais, brut. mais net, pourquoi 1326? Ah, tu aurais préféré que ça soit un autre chiffre plus rond que ce soit rond, quoi. Dans ce cas, pourquoi la MDPH 808? Pourquoi le RSA 400 Pourquoi faire des chiffres à la con alors qu'on peut faire des chiffres ronds, quoi? Oui. Le RSA, c'est combien en chiffres bizarres, hein? Bah après, 471, un truc comme ça? Je sais plus combien. Je sais plus combien. Quand il n'y a pas de virgule à côté, quoi. Oui, il y a les virgules, là, oui, il y a les virgules, tant qu'on y est, soyons fous. Alors, évidemment... Combien tu touches? 474,01. Ouais. Alors, justement, parlons-en. Évidemment, tout le monde est pour, forcément, l'augmentation du SMIC. Là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est faisable économiquement parlant? Bah, c'est faisable. C'est pour... il va grignoter ailleurs, quoi. Hein. C'est bon, hein. Ouais, mais il va grignoter quand même là-dessus. Il va réussir à grignoter. Bah, disons que du coup, le SMIC augmente. Le SMIC augmente. Donc, forcément, ceux qui vont être, admettons, limite non imposables vont devenir imposables. Forcément, puisqu'il y a augmentation du salaire. Donc, automatiquement, tu vas passer à une tranche au-dessus. Autre point qui fait débat plutôt, si vous préférez, il veut restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein. Et ramener la durée de cotisation pour une retraite complète à 40 ans. Oh, chouette. Donc, dans 5 ans... Tu vois, t'étais pas loin, on n'était pas loin. Encore 5 ans et c'était bon, tu vois, c'était... Zut. Dans 5 ans, je suis bon, je suis à la retraite. Non, mais là, le droit à la retraite à taux plein, c'est 60 ans. Oui, enfin, si jamais il passe, bien sûr. Oui, 60 ans, oui, c'est bien. C'est le minimum. Oui, je trouve que c'est bien. Parce qu'il y a une période, je crois que la retraite était à 55 ans, une période, non? J'ai pas envie de dire des bêtises, mais... Ouais, non, mais 60 ans, c'est bien, parce que donc, justement... N'oubliez pas qu'ici en Belgique, c'est 67 ans la pension, hein. Et chez nous, ah oui, 67 ans quand même. Ah oui. La moyenne européenne, c'est 66. Voilà, je tiens à le dire. On est dans les créneaux, donc c'est bon. Voilà, je tiens à le redire. Pour ceux qui ne savaient pas, la moyenne européenne des retraites, l'âge de retraite. Je dis que pour les anciens, tu vois, qui ont encore la vitalité de travailler, qui ont encore les ressources pour travailler, pourquoi les obliger, entre parenthèses, à prendre une retraite fixe à 60 ans, ou à 65 ans, ou à 67 ans? Tant que la personne, elle se sent capable de travailler, laissons-la travailler, laissons-la active. Et puis le jour où elle peut plus, elle peut plus, et puis on la fout à la retraite, quoi. Concernant les retraites, il veut revaloriser... Par exemple, ici en Belgique, les indépendants peuvent prendre leur pension quand ils le désirent. C'est ça. Alors tenez-vous bon, il veut aussi revaloriser les pensions de retraite au niveau du SMIC pour une carrière complète, et il veut porter le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, tu sais combien c'est? C'est un tout petit peu moins de 1 000 euros. 971, je crois que ça va même augmenter dans pas longtemps. Avec le SMIC. Quand le SMIC augmente, le seuil de pauvreté augmente. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Environ 1 000 euros, si vous préférez. Ouais. Minimum vieillesse à 1 000 euros. Bah, il y en a qui touchent moins. Hein. Et la pension de retraite au SMIC. Il y en a qui touchent moins, hein, à l'heure actuelle. Moi, j'en connais qui, en retraite, ils touchent même pas 600 euros. Hein. Donc...
1000 euros, je dirais pas. Enfin, je pense qu'il dirait pas non, quoi. Ah non, mais je pense que non. Est-ce que je reviens à la question économiquement, est-ce que en parlant, est-ce que ça va être faisable, est-ce que ça va pas être faisable? Là, il y a la question. Alors évidemment, je vais faire court. Il veut réprimer les inégalités femmes-hommes dans les entreprises. Forcément, je pense que là-dessus, c'est d'ailleurs un des points forts de son parti. Parce que c'est un des combats chez lui qui tient à cœur. Il veut étendre à toutes les entreprises l'obligation d'adopter un plan ou un accord d'entreprise contre les inégalités de salaire et de carrière entre hommes et femmes, aujourd'hui limitées aux entreprises de plus de 50 salariés. Ensuite, il veut augmenter les sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent pas cette égalité, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'accès au marché public. C'est fortiche là. Il veut revaloriser les métiers occupés majoritairement par des femmes, donc par des qualifications, des grilles salariales, et agir pour l'égal accès à toutes les formations et à tous les métiers. Ça, c'est bien ça. Ouais. Il veut favoriser des congés parentaux de durée identique entre les parents. Ça aussi, c'est très bien. Oui. On a un grand souffle dehors. Il y a un gros vent dehors. Je ne sais pas si on l'entend, mais on a un joli souffle dehors. Non, oui, parce que quand j'ai peur de dire une connerie, hein, mais je crois que pour la femme, c'est les congés parentaux, c'est 3 ans. Et pour le père, je crois que c'est très, très peu. Le sujet suivant est aussi bien. Il veut éradiquer totalement la pauvreté. Là, c'est un grand sujet que chez nous, qui nous tient à cœur aussi dans notre asso. Tu voulais dire quelque chose? Oui, bon courage. Ah, c'est pas évident. Alors, éradiquer la pauvreté, c'est vrai que 9 millions qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 9 millions de personnes, c'est pas évident. Alors, je rappelle que 9 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1000 euros. C'est ça. Par mois. Moi, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu que normalement, une personne pour vivre dignement, elle avait besoin de 1400 euros net par mois. Ouais, mais là, mais dis-toi qu'en France, il y a 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 euros par mois. Ouais. Ça fait mal. Et attention, quand je dis moins de 1000 euros, y compris ceux qui travaillent. Parce qu'il y en a qui travaillent et qui gagnent moins de 1000 euros par mois. Ça aussi, ça existe, ça. Donc, il y en a qui travaillent, mais qui sont pauvres. C'est encore plus terrible à dire ça. Ils n'ont pas de logement. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de personnes qui vont au restaurant du cœur en ayant un travail. Hein. Je sais, j'ai connu ça. Hein, donc, j'étais agent de sécurité, j'allais au resto. Hein, donc, j'ai pas honte de le dire. Hein. Alors, ces propositions, vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau pour éradiquer la pauvreté. Lui, il veut créer un plan personnalisé contre la pauvreté, donc le PPP, prenant en compte la situation des personnes dans leur globalité, donc les revenus, l'état de santé, l'insertion professionnelle, le logement, etc. Alors là, je suis 1000% pour. C'est les 3 P. Ah ben là, je suis 1000% pour, complètement. Là, il n'y a rien à dire. Il veut créer une garantie dignité en revalorisant les minima sociaux. Aucun niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté. Je crois que c'est impossible, ça. Il pourra pas, là. C'est vraiment impossible. Notamment ceux qui vivent avec le RSA. Donc, comment créer une garantie comment créer ça c'est impossible. Il ne va pas revaloriser le RSA en mettant à 1000 euros. C'est vraiment infaisable. Et puis ceux qui vont avoir le RSA à 1000 euros, tu travailles plus là, c'est plus la peine. C'est vraiment un peu impossible. Pourquoi ils se cassaient les pieds à aller travailler pour gagner 326 euros de plus alors qu'à 1000 euros t'es chez toi, t'es tranquille? Non, parce que lui il veut aucun niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'il veut tous les minima sociaux vont être à 1000 euros, donc y compris le RSA. Mais c'est vraiment impossible de mettre le RSA à 1000 euros. Mais alors il va supprimer les aides aux personnes qui ont le RSA. Non mais vous imaginez que 1000 euros de RSA, c'est au-dessus du chômage. Il y a un problème quelque part. Et vu qu'il aura augmenté les salaires à 1326, donc du coup le chômage va... Le chômage, c'est un minima social pour toi? Bah tout sera revu à la hausse de toute façon. Oui, et avec quels sous? Avec les sous du contribuable. Bien sûr. Non, c'est comme d'habitude. Alors, je vais être très très honnête, c'est très prometteur, mais non, pas. Je suis d'accord. Pour revaloriser le RSA, je suis d'accord, parce que c'est vrai que 400 euros, on ne vit pas avec 400 euros. Il faut être très clair, net et précis. Ah non, tu peux le dire. Ah oui, ça c'est voilà. sûr. Et encore, c'est même pas de la survie. Mais toi-même, est-ce que tu es pour que le RSA soit à 1000 euros, franchement? Oh, moi je dis pas non. Personnellement, oui, mais déontologiquement, à faire, non, c'est pas. C'est pas à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois le nombre de personnes qui sont au RSA, tu vois mettre par tête 1000 euros, allez, admettons, il y a 9 millions de personnes sur un RSA, tu te vois mettre 9 millions de personnes à 1000 euros par mois, tu les trouves où les sous?
Alors, autre chose, il y a une autre proposition qui pour moi va être impossible. Pour moi, il veut atteindre l'objectif de 0 sans-abri. C'est faisable. Ah, pour moi, c'est pas possible. C'est faisable. Parce qu'il y a des sans-abri qui refusent d'être aidés. Ah ouais, et ça, on peut, mais, ça, on est obligé, ça, il faut qu'on le dise. Ouais, je suis d'accord, mais bon, propose-leur. Je suis sûr que tu leur proposes un logement chaud, machin, gratos. Et tout ce qu'ils demandent, c'est à manger. Ils ne demandent pas forcément un abri. Ouais, mais bon, après, il faut pas qu'ils viennent pleurer à ce moment-là, qu'ils se caillent les meules l'hiver ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Je veux pas faire de dénigrement ou quoi que ce soit envers les sans-abri, bien au contraire. Mais, ouais, mais là, quand on voit qu'au plus on avance dans les années, au plus on a des hivers quand même qui sont assez costauds, oui. On s'aperçoit que d'année en année, il y a de plus en plus de décès en période hivernale. Si on leur propose une solution à titre gracieux, on leur propose un logement à titre gracieux par exemple, enfin je sais pas, tu préfères quoi, mourir de froid ou quand te file un logement chaud, quoi. C'est pas marqué l'hiver là, c'est marqué 0 sans-abri, ça veut dire sur toute l'année. Hein. Mais bien sûr. Est-ce que quelque part, en faisant ça, on ne touche pas à leur liberté? Ben non, puisque moi je connais plein de personnes qui sont SDF et qui veulent un logement, qui pleurent après un logement parce que ils disent, je parle aussi pour la Belgique, hein, ils disent mais ici on s'en fout de nous, quand on demande de l'aide au CPAS, il n'y a pas moyen d'avoir un logement. CPAS, je connais pas. On est obligé de dormir comme des animaux à la rue et on ne veut pas rester dans la rue, on veut un logement, on veut quelque chose. Ah, mais il y en a qui n'en veulent pas. Moi, je pense qu'à l'époque où on vit, enfin, je suis sûr, on est sûr de rien. Mais à l'époque où on vit avec l'insécurité, avec les périodes de grand froid qu'on a, etc., je pense que si tu proposes un logement gracieux, tu ne craches pas dessus, quand même. Moi, je pense que c'est pas possible, ça. Avec tous les logements inhabités qu'on a en France et tout. Voilà, c'est ça. Le seul point faible en France qu'on a, c'est qu'il y a pas beaucoup de places d'hébergement d'urgence. Comment on peut justifier de maisons ou d'habitations secondaires qui sont prises par des multimilliardaires et qui servent pas, parce que bon, ils ont acheté ces trucs-là, mais ils viennent même pas une fois dans l'année, quoi, je veux dire. Tout ça pour dire, bah ouais, j'ai une grosse villa sur la côte, ouais d'accord, c'est super. À Paris, il y a combien de logements inoccupés ou de bureaux qui servent à rien, qui pourraient être employés en tant que logement ou centre d'hébergement, puisque tu peux créer des centres. Les hôtels qui sont fermés, ça coûte quoi de réhabiliter? Moi je vois à Château-Arnoux par exemple, on a un grand hôtel qui est fermé, qui est en train de tomber en ruine, alors ça serait que tu pourrais réhabiliter en logements sociaux ou quoi que ce soit, ou même en centre d'hébergement, avec toutes les chambres qu'il y a. J'estime qu'on a largement de quoi faire en France, quoi. Alors, moi, la seule chose que moi je suis d'accord, si un sans-abri a vraiment besoin d'aide, tout ça, forcément tout de suite. Après, il faut pas, en hiver, il faut pas aller non plus sur la non-assistance à personne en danger. Forcément, en hiver, on va pas. Je déteste ça. Laisser quelqu'un dans la rue qui est dans le froid, moi je déteste ça. Après, là, si c'est dans toute l'année, je vois pas. Si c'est hors hiver, je vois pas où est le problème. Il fait il est libre de ses mouvements, d'aller ce qu'il veut. Et puis la seule condition, moi, qui est très importante, c'est qu'on peut pas aller contre la volonté du sans-abri, parce qu'on n'a pas à obliger un sans-abri d'aller. C'est pas l'obliger, mais c'est peut-être aussi de lui faire reprendre une prise de conscience. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères continuer à vivre ou mourir de froid ou te faire, je sais pas. En hiver, oui. Oui, mais bien l'hiver, parce que ou te faire égorger dans la nuit. Enfin, voilà, ça d'accord. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ça, je suis d'accord. Il faut leur rappeler aussi. Je dis pas qu'attention, c'est des benets ou quoi que ce soit. Il y en a qui sont très cultivés, mais il y en a tellement qui sont peut-être déconnectés aussi de la réalité. De leur refaire prendre cette prise de conscience en disant, on t'oblige pas, mais on pense à ta sécurité aussi, mon petit gars, quoi. Je veux dire, donc, t'as le choix. T'as le choix, mais nous, on te propose, c'est pour ta sécurité aussi. Est-ce que, pour toi, c'est faisable d'atteindre cet objectif? Moi, je dis que largement, avec tout ce qu'on a en France, mais largement... Notamment sur les logements vides. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Les bureaux qui demandent qu'à être réhabilités, des logements qui servent à rien, des immeubles qui sont, ou des anciens hôtels qui sont fermés depuis X années et qui demandent qu'une chose, c'est être réhabilités. Enfin, voilà, quoi. Il y a de quoi faire. On a largement de quoi faire. Toujours sur la lutte contre la pauvreté, il veut instaurer la gratuité de l'accès et des quantités d'eau, électricité et gaz indispensables à une vie digne, en commençant par faire appliquer l'interdiction de coupure d'eau et de réduction de débit au domicile principal.
Ou alors faire comme en Belgique, mettre des compteurs à budget. En Belgique, il y a ce qu'on appelle les compteurs à budget. Moi, j'aurais bien aimé avoir une proposition de réduction de 20% d'électricité. Ça aurait fait plaisir à tout le monde, ça. Je crois qu'on peut rêver, ça. Parce que si on parle de la lutte contre la pauvreté, toutes les factures qui augmentent en ce moment... Ce qu'il faut, c'est un compteur à la maison. Tu mets des pièces dedans. Si Quand tu as besoin d'eau, tu sais, tu mets une pièce. Ça te distribue de l'eau. Tu veux du courant, tu mets des pièces. C'est pas ça, mais c'est pas... Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai. Chez moi, j'ai un compteur pour mon électricité. J'ai un compteur à budget pour mon électricité. Donc, tous les mois, je recharge, je sais pas, moi, je mets 200 €. Et voilà, tous les mois, je dois recharger 200 € mon compteur. Sinon, j'ai pas d'électricité. Il veut lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques par la simplification des démarches et des critères, ainsi que le retrait des contreparties pour l'attribution du RSA, qui sera de nouveau financé par l'État. Mobiliser aussi les volontaires nationaux pour inscrire ou réinscrire 100% de la population majeure sur les listes électorales, ainsi que vérifier ses droits sociaux. Ensuite, il veut interdire les expulsions locatives sans relogement. Ah. Ça, c'est bien. Ah bah oui. C'est bien beau de t'expulser, mais tu vas pas laisser une famille dehors sans rien, quoi. C'est clair. Je suis totalement d'accord. Une famille dehors, ou même avec une personne âgée, ou n'importe quoi. Il y a un moment donné, il y a la dignité humaine qui est là, quoi. Donc, en gros, avis d'expulsion, mais à condition qu'il y ait un relogement derrière. C'est ça. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il veut construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques. Ah mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ouais. Tu sais, ça fait beaucoup depuis tout à l'heure. Économiquement parlant, je me demande comment il va faire. Hein. Pour l'instant, c'est le point faible de son programme. Pour moi, il y a beaucoup de programmes très beaux, mais économiquement parlant, je crois que ça va être infaisable. Après, s'il passe par des entreprises où il propose des réductions sur des charges ou des trucs comme ça, pourquoi pas, mais... Il veut mettre en place une garantie universelle des loyers pour favoriser l'accès de tous au logement par l'intermédiaire d'une caisse de solidarité alimentée par les bailleurs, comme le défend la Confédération nationale du logement. C'est très bien. Très bien. Il veut lancer un plan d'éradication du logement insalubre. Ah, là, ça va me plaire. Lancer un plan d'éradication du logement insalubre, ainsi que du renouvellement urbain et de construction de logements sociaux, en renforçant les sanctions des communes trop faiblement dotées en parc social. Eh ben voilà. Enfin, voilà. Pour moi, au côté logement, eh ben là, je vous dis franchement, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs programmes sur le côté logement que je lis. Parce qu'il y a eu un bon programme avec Macron, mais je pense que sur le côté logement, Jean-Luc Mélenchon est bien supérieur, à mon sens, et y compris sur la pauvreté aussi, hein. Je le dis clairement. Il veut refuser le chantage à la dette publique. Bon, non. Il veut faire la révolution fiscale. Bon, ça c'est hein, passons. Si c'est pour payer moins d'impôts, moi je dis pas non, hein. Ça m'arrange. Il veut imposer les revenus du capital comme ceux du travail par une assiette large et unifiée. Un peu bizarre. Il veut rendre l'impôt sur les revenus plus progressif avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui. Ah. Tout le monde doit payer et chacun selon ses moyens réels. Ah, alors là par contre attention. Tout le monde serait imposable. Ouais, mais en fonction de tes moyens. On va pas t'imposer 6 000 € si tu touches que 200 € par mois, par exemple. Et voilà, donc tout le monde doit payer, chacun selon ses revenus, ses moyens. Donc on va dire apparemment, oui, mais s'il augmente le RSA à 1 000 €, donc à côté... C'est ce que je t'ai dit voilà. par rapport au salaire aussi. Automatiquement, ceux qui sont à l'heure actuelle au SMIC et qui a une augmentation du SMIC, donc à 1 326 € comme il entend, automatiquement tu vas passer, il y a un moment donné, tu vas passer la barre du non imposable. Sauf que t'as pas pensé à un détail, qui dit 1 000 € de RSA dit au revoir CMU. Ah ben forcément, après là on ne va pas sans doute. À moins que le barème CMU va aussi augmenter, mais... Je sais pas. 1 000 €... Après, 1 000 €... J'ai pas forcément besoin de la CMU. Donc, c'est quoi la CMU ? C'est la caisse mutuelle... non, c'est la couverture mutuelle universelle. D'accord. Il veut... Alors, voilà, là, je peux vous dire que là aussi, il y a des trucs très importants. Il veut renforcer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Il veut augmenter les droits de succession sur les gros patrimoines et créer un héritage maximum pour les fortunes les plus importantes, égal au patrimoine des 0,01% des plus riches, soit 33 millions d'euros en 2012. Et la bonne nouvelle, je crois que c'est le premier qui dit ça, il veut réduire la TVA. Ah ah. Laquelle ? La TVA.
Bah, les TVA. Alors la TVA sur les produits de première nécessité. Donc première nécessité, le blé. Oui, voilà. Oui, c'est la fameuse taxe. Les fameuses trucs basiques. Ouais. Il veut revenir sur les hausses récentes et réinstaurer une TVA grand luxe pour financer ces baisses. Mais c'est le premier qui propose une baisse de TVA, je tiens à le préciser, parce que j'en ai pas vu encore un seul depuis lundi. Quand même rappeler. Il veut terrasser aussi l'évasion et la fraude fiscale. C'est bien ça. Ça, c'est pas le premier qui le propose, ça par contre. Ça serait quand même pas mal à le dire. Il veut une transition écologique, donc il pourrait mettre dans l'ordre aussi son programme. Il aurait pu faire par catégorie parce que c'est un peu compliqué. Il veut 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ça va être compliqué. En 2050 oui, on n'y est pas encore. Ah oui, non, c'est dans 30 ans. Oui, mais jusqu'à présent, on n'a pas été capable de le faire. Alors, donc pour toi, c'est... Ah, il veut sortir du nucléaire, par exemple. Tiens, la France sortirait du nucléaire. Possible ou pas possible? Il faut quelque chose qui soit tenable sur le côté. Il remplace à 100% le nucléaire, alors. Or, ici, avec les énergies alternatives, comme les éoliennes et autres, c'est pas possible, c'est pas tenable. Il veut fermer immédiatement Fessenheim. Vous savez, c'est le central nucléaire. Possible, pas possible? On en a déjà fermé quelques-unes, donc on peut continuer à les fermer. Allons-y. Il veut assurer, alors là on change, on est toujours au niveau écologique, il veut assurer l'isolation d'au moins 700 000 logements par an. Ça c'est bien. Il serait temps. Surtout l'isolation. C'est un sujet qui me parle, ça, l'isolation. Ça me parle, ça. Ça serait bien. Ouais. Non, mais moi, Bonne d'accord, j'ai rien compris. isolation, d'IH et autres. D'accord. Il veut mettre fin aux situations de précarité énergétique que vivent les ménages. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Il veut former, labelliser et coordonner les professionnels de la rénovation énergétique afin d'imposer une obligation de résultat. Bon, ça, c'est encore autre chose. Il veut revenir sur la loi Macron. Alors on change de catégorie. Il veut revenir sur la loi Macron et l'autorisation du cabotage par autocar. Pourquoi pas. Il veut bloquer l'ouverture à la concurrence des TER d'ici 2023. Pourquoi? J'en sais rien. Le progrès, apparemment, non. Je ne sais pas. Il veut pénaliser les transports sur longue distance pour relocaliser les productions. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, une France zéro déchet, tiens. Oh punaise, la France zéro déchet. C'est pas demain, je pense qu'on est un peu mal barré là. Oui, c'est sûr. Il veut lutter par exemple contre le suremballage, le gaspillage, notamment alimentaire, et refuser le tout jetable. Oui. Oui, bah oui. McDonald's, bonjour. Alors là, non, mais là-dessus, franchement, je dis clairement, le gaspillage alimentaire, notamment dans les restaurants, au lieu de les mettre à poubelle, c'est là que je vais revenir sur la pauvreté. Au lieu de les mettre à la poubelle, j'aurais préféré au lieu de le jeter à la poubelle, qu'ils offrent leur dernier truc aux pauvres. Ou d'offrir à la clientèle quand ils sont sur place, de dire écoutez, voilà, il nous reste tant, on vous l'offre et puis basta, quoi. Oui, au lieu de jeter. De le prendre et de le jeter à la poubelle, quoi. Oui, par exemple. Voilà. Ben c'est ce que, par exemple, il y en a qui font des demi-tarifs dans les boulangeries, par exemple. Voilà, les viennoiseries de la veille ou les trucs comme ça, c'est fait à moins 50 et puis c'est tout. Voilà, des choses comme ça serait bien. Mais là, une coup de gueule dans les restaurants, je suis désolé. Oui. Les restaurants, c'est les premiers à gaspiller, de toute façon. Mais même monsieur et madame tout le monde. Regarde l'exemple tout bête, j'avais vu une publicité là, d'un type qui va acheter un pot de crème au magasin. Il va te chercher le gros pot alors que c'est pour lui tout seul. D'ailleurs, t'as le pot là qui lui parle en disant hey, bon blond, t'es sûr que tu vas m'utiliser jusqu'au bout? Parce qu'il fait marquer crème fraîche, pas crème pourrie. Parce que là, je suis sûre que je vais encore mariner, je vais rester là pendant au moins 7 jours, 15 jours, je sais plus ce qu'il dit, dans le frigo pour finir à la poubelle. Donc prends ce que tu vas vraiment consommer. Il veut refuser le tout jetable, ça va être un peu impossible à mon sens. Refuser le tout jetable On va garder dans ce cas les poubelles chez nous en fait. Bah non, mais il faut recycler. Justement, il veut rendre obligatoire le recyclage. Bah oui. C'est le point suivant justement. Il veut rendre obligatoire le recyclage, le compostage ou l'incinération avec récupération de l'énergie produite pour tous les déchets et généraliser les consignes dans les commerces. C'est très bien. Bah oui. Ouais. Si tout le monde le faisait, ça serait bien quoi. Dans ce cas, il faudrait un recyclage. Il n'y en a pas partout malheureusement du recyclage.
Dans le département, si, il y en a. Il y en a ? Oui, il y en a 2 ou 3, je crois. Ah, c'est pas beaucoup, hein, quand tu réfléchis. Parce que, ouais, tu vas dire, dans le petit département comme on est, oui, on remarque, ça va, c'est pas mal. Je vous passe le côté agricole. C'est important, on en a parlé lundi, je pense qu'on va pas en reparler. On a dit que tout ce qui est agriculture, c'est très important pour la France et que ça fait partie que ça doit faire partie des priorités aussi. Qu'est-ce qu'il veut exploiter durablement la forêt française. Bah oui. Normal. Par exemple, développer la filière bois française pour permettre une exploitation forestière respectueuse du rythme des forêts et de la biodiversité, répondant aux besoins donc comme le chauffage, l'ameublement et la construction. Je pense que c'est très important ça aussi. Je suis en train de passer parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, le processus de sortie, le fameux Brexit. Il veut organiser le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sans esprit de vengeance ou de punition. En même temps, pourquoi punir le Royaume-Uni ? C'est leur choix. C'est ça. Ils sont responsables de leur choix, hein, donc de toute façon, on n'a pas à les juger ou quoi que ce soit. Hein. De toute façon, un pays qui veut sortir absolument de l'Union européenne, je veux dire, c'est leur choix. Maintenant, après, qu'ils assument leurs responsabilités. Je pense pas que ce soit une prise de décision qui a été faite comme ça. Je pense que ça fait déjà des années que ça doit leur tourner dans la tête et de préparer justement leur économie, etc., pour sortir tranquille, quoi. Alors après, il parle de dévaluer l'euro. Alors on change de catégorie. Là, on part sur la catégorie financière. Il veut dévaluer l'euro pour revenir à la parité initiale avec le dollar. Oups. À quoi sert l'euro du coup alors ? $1, €1. À quoi sert l'euro alors ? Il sert à rien. $1 égale €1 ? Ouais, bof. Bah fut un temps, on n'était pas loin. Hein. Oui, mais fut un temps. Mais le but, c'est d'être plus fort que le dollar, économiquement parlant. C'est pas d'être au même niveau. On devrait tout mettre en dollars, comme ça on serait tranquille. Bah voyons. On paye qu'avec des billets. Arrêtons les pièces de C'est merde. Trump qui va être content. Oui, justement. Et puis les Américains aussi. Ouais, non, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Hein. Il fait des propositions sur l'Europe, mais franchement, c'est un peu très compliqué. Supprimons les pièces et payons qu'avec des billets. Ça serait bien, ça. Il veut instaurer l'indépendance de la France dans le monde. Il veut refuser, par exemple, la logique du choc des civilisations. Il veut sortir de l'OTAN et refuser la participation de la France à toute alliance militaire permanente, à l'exception des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Eh bien, là, je suis contre. C'est quand même grâce à plein de pays qu'on est sorti de la guerre mondiale, la moindre des choses, c'est un minimum de reconnaissance. Il faut quand même rappeler qu'on a été... Est-ce qu'aujourd'hui, on est en temps de guerre ? Oui. Et on a besoin de nos alliés. Est-ce qu'on y en est déjà sorti ? Et ça m'étonnerait. Hein, en faisant ça, du coup, les alliés seront plus obligés de nous aider après. Ah bah bien sûr. Ouais, c'est chacun sa merde. Hein. Donc là, pour moi, c'est risqué. Il veut stopper l'érosion du réseau diplomatique français et sa mise sous tutelle par l'Union européenne. Il veut sortir du FMI, le Fonds monétaire international, et ainsi que de la Banque mondiale pour œuvrer à la création d'un fonds d'urgence sociale et d'une banque solidaire d'investissement. Donc il veut changer les noms en fait, tout simplement. Il veut aussi offrir l'asile aux combattants de la liberté, c'est-à-dire toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté dans l'esprit du préambule de la Constitution de 1946. Pourquoi pas ? Il veut engager la formation d'une nouvelle alliance altermondialiste. Pourquoi pas ? C'est moins, là, on est sur une partie plus faible, je trouve, de son programme, à mon sens. C'est pas forcément son point fort, là. Il veut créer une organisation mondiale de l'environnement dans le cadre de l'ONU. Ça, par contre, c'est intéressant. Voilà. Là-dessus, c'est très important. l'immigration, voilà, quand même, il y a quand même d'autres sujets plus importants. Il veut créer une organisation mondiale des migrations liée à l'ONU. Il veut organiser une conférence internationale annuelle sur l'immigration sous l'égide de l'ONU. Il veut arrêter les guerres par une diplomatie active et indépendante au service de la paix. Il serait temps quand même. Il veut mettre fin aux accords commerciaux inégaux qui déstabilisent des pays entiers, qui détruisent les agricultures locales et qui empêchent le co-développement. Il veut sortir de l'impasse de Schengen. Tiens, revenons sur le fameux truc de Schengen. Donc il veut renforcer les moyens civils de sauvetage. Donc il est d'accord avec d'autres candidats sur ce terrible-là. Et je crois qu'on est d'accord là-dessus aussi. On l'a dit lundi. Il veut refonder la politique européenne des contrôles de frontières extérieures et refuser la militarisation de la politique de contrôle des flux migratoires.
Débat, pas débat là-dessus. Ouais. Les fameux contrôles de frontières, les contrôles de frontières. On en a parlé lundi. On a été pas pour fermer les frontières, mais on a été pour les contrôles de frontières. Oui, bien sûr. les C'est ce contrôles, oui. c'est ce qu'on Après, avait là, dit. c'est un contrôle militaire, donc est-ce qu'on a vraiment besoin des militaires pour contrôler les Ah frontières? non, c'est pas le rôle des militaires pour ça. Donc voilà. C'est pas les rôles. Moi, par contre, Schengen, oui. Sur Schengen, peut-être. Oui, sur Schengen, oui. Sur Schengen, forcément. d'accord. Par contre, sur les frontières européennes, non, il n'y a pas besoin. oui. Si c'est sur l'espace Schengen, oui, c'est normal. L'espace Schengen, c'est tout ce qui est en bas entre l'Europe et l'Afrique. Donc à la limite, ça, je comprends. Par contre, à l'intérieur d'Europe, non, c'est les douanes. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Il veut assumer notre devoir d'humanité envers les réfugiés arrivant en Europe. Ah, peut-être que là-dessus, on va faire un grand débat. Il veut respecter la dignité humaine des migrants, leur droit fondamental à une vie de famille et accompagner les mineurs isolés. Il veut en finir avec le placement en centre de rétention d'enfants, même accompagnés de leurs parents. Bon. Il veut construire donc des centres d'accueil aux normes internationales sur le modèle de celui de Grande-Sainte, par exemple. Et il veut réaffirmer et faire vivre le droit d'asile sur le territoire de la République et accueillir les réfugiés qui en relèvent grâce à une administration adaptée à cette mission. Là, je pense qu'il va y avoir pas mal de conditions derrière parce que on va pas non plus donner porte ouverte à tout. Faut pas exagérer non plus. Il veut construire la paix en Syrie. Gros sujet. Gros sujet, on n'en a pas parlé lundi de ça. 5 ans, ça fait 5 ans que la Syrie est en guerre, et d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé hier, j'ai entendu, il s'est passé quelque chose en Syrie hier. Ah, je sais pas. Oui, un attentat chimique. Oui, voilà, c'est ça, j'en ai entendu parler de ça. Donc, est-ce que c'est faisable de construire la paix en Syrie? Est-ce que c'est notre rôle en France de construire la paix en Syrie déjà? Je pense pas que c'est une question juste à la France de le faire, je pense que c'est un peu général quand même. Oui, ça c'est un peu tous les pays qui doivent aider. Hein. Parce que si en Syrie ça s'apaise, ça se calme, ben forcément les Syriens vont rester chez eux et il y aura moins, je veux dire, il n'y aura plus de raison à ce que les Syriens viennent aussi bien en Belgique qu'en France. Alors il veut mettre en place une coalition universelle sous mandat de l'ONU pour éradiquer Daesh et rétablir la paix et la stabilité en Syrie et en Irak, associant les combattants kurdes. Alors, est-ce que c'est notre rôle, ça, oui ou non? Sous mandat de l'ONU, apparemment. Moi, je dirais que oui, parce que comme ça, comme je dis, ben déjà, il n'y aura plus de migrants qui vont venir dans nos pays. S'ils se sentent en sécurité chez eux, s'ils n'ont plus rien à craindre chez eux. Donc oui, moi je suis pour. Ensuite, il veut agir pour une paix juste et durable entre Israël et la Palestine. Est-ce que c'est pas d'hier que ça date. Ça date pas d'hier, mais est-ce que il y a toujours eu un conflit entre la Palestine et Israël. Donc, mais même question, est-ce que c'est notre rôle? Mais c'est pas à nous, c'est à eux de trouver leurs arrangements entre eux, quoi. Donc là-dessus, vous êtes contre, on est d'accord. Là sur même sur Daesh, tout ça, l'ONU, tout ça, là vous êtes contre. C'est pas notre rôle du tout. Il faut qu'on sorte de cette histoire. Si ça devient notre rôle, c'est le rôle de tout le monde, quoi. Et après, il faut pas s'étonner pour qu'on ait des attentats, du coup. C'est ça, bien sûr. Si on s'en mêle, c'est ça, après. C'est ça, tout... On subit déjà les attentats. Oui, mais on subit les attentats parce qu'on se mêle de leurs affaires. Oui, ben, tu crois... Moi, franchement, je crois que même si la France et autres ne se mêleraient pas de ça, eh bien, il y aurait quand même des attentats. Possible, ça? Il y aurait eu des attentats même si on ne s'en serait pas mêlé? Vous oui, croyez? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord sur ça? Après, des attentats, on en subit tous les jours, hein, donc... je sais pas. C'est une bonne question. Il veut faire passer la santé d'abord et pour tous. Mettre la santé en priorité. Par exemple, il veut rembourser à 100% les soins de santé prescrits dans les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs et faire baisser les tarifs des lunettes et appareils auditifs. Bien. C'est bien, mais il y avait mieux. Puisqu'il y avait le 100% des lunettes, il y avait quelqu'un qui prenait en charge tout pour les lunettes. Je sais plus qui c'est par contre ça. C'était un des 3 de lundi qu'on avait parlé. Il veut instaurer une politique de santé publique et de prévention, forcément. Par exemple, il veut élaborer un plan de santé environnementale, donc la lutte contre la pollution, l'interdiction des pesticides. Il veut engager un plan de santé au travail et implanter un réseau sans faille de médecine du travail. Il veut éradiquer les maladies chroniques liées à l'alimentation.
avec une lutte drastique contre l'obésité, contre la malbouffe et les abus de sel, sucre et graisse par l'industrie agroalimentaire. Alors, il faut favoriser les prix des aliments sains, parce que quand tu regardes quand même le prix des aliments sains et que tu compares avec les prix de la malbouffe, je suis désolée, la malbouffe est quand même moins chère. Il veut abolir le logement insalubre et lutter contre le mal logement et leurs conséquences sanitaires. Il veut faire de la prévention et de l'éducation de la santé dès le plus jeune âge en renforçant la médecine scolaire et la protection maternelle et infantile, ça c'est très important je trouve. Et il veut imposer un plan de lutte et de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et promouvoir des politiques de santé sexuelle et reproductive émancipatrices des personnes. Il veut abolir les dépassements d'honoraires. Ça, c'est pas plus mal. Non, c'est bien. Il veut renforcer le paiement au forfait. Ça, c'est moins bien, c'est ça. Il veut créer des centres de santé pratiquant le tiers payant. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Il veut reconstruire le service public hospitalier. Oui. Besoin. Revenir sur la tarification à l'acte et les suppressions de lits et de personnel. Il veut engager un plan pluriannuel de recrutement de médecins, infirmiers, aides-soignants et de personnel administratif. Bien. C'est bien, hein? C'est cool, hein? Concernant le handicap, il veut atteindre enfin l'objectif zéro obstacle. Alors, ça va demander du temps, ça aussi. Hein. Il veut une tolérance zéro contre les entraves, parce que sachant il dit que les préfets pourront se substituer aux maires pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés qui ne respectent pas la loi. Tout simplement. Il veut titulariser les personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap et recruter pour renforcer les capacités d'accueil et d'accompagnement. Jusque-là, vous savez. Il veut augmenter l'allocation aux adultes handicapés qui est de 808 € aujourd'hui au niveau du SMIC. Alors là, ce n'est pas 1000 €. C'est 1300 €. Ouais. Mettre la hache à 1300 €, ça serait beaucoup. Imposable, bonjour. Oui, c'est ça, l'imposition, bonjour. Ah ouais, Par contre, là, sur ce coup-là, ouais, là, au niveau des impôts, t'es mort. Hein. Il veut assurer la pérennité des moyens pour le financement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et garantir leur usage exclusif pour ses missions. Ensuite, alors là aussi, toujours sur la santé, il veut changer de logique en matière d'addiction et de drogue. Ouh, attention le sujet. Il veut, attention, légaliser et encadrer la consommation, la production et la vente de cannabis. Pour ou contre ? Attention au sujet qui fâche. Bah, de toute façon, c'est même pas la peine qu'ils le légalisent, puisque automatiquement ils se font déjà des sous dessus par rapport à la vente. Non mais justement, s'ils veulent légaliser, ils vont justement gagner plus. S'ils le légalisent, Moi je dis légalisons. Mais pourquoi ? Ça se fait dans d'autres pays, pourquoi pas nous ? Bah au moins ça évite les trafics de merde. Au moins tu sais que tu peux en acheter en toute légalité. Ouais, et puis de toute façon tu sais que tu vas être taxé dessus, donc comme ça au moins... Concernant le chômage, concernant au travail, la souffrance au travail, il veut déclarer la souffrance au travail grande cause nationale pour mobiliser les moyens financiers et de communication. Ouais. Ensuite, il veut renforcer la médecine du travail. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. C'est ça, parce que vu ta tête, parce que on te voit. Je sais pas, moi la médecine du travail, j'y vais jamais. Donc, ça sert à rien de renforcer la médecine du travail. À l'heure actuelle, je vois pas en quoi. Il veut la renforcer sur quoi ? Eh bien, il veut ouvrir l'accès à de la médecine du travail aux chômeurs et instaurer une visite obligatoire pour les chômeurs au-delà de 6 mois. Ben voilà, maintenant t'as la réponse. Oui, au moins ça permet de voir si t'es toujours apte ou pas. Ça serait utile peut-être. Bah oui. Après ça sert parce qu'on a les laboratoires d'analyse pour ça. Oui, mais bon après, on s'en fout. On s'en fout. Mais tu es utile ou pas utile ou est-ce que ça sert à rien ? C'est utile, moi je trouve que ça peut être utile. Et alors là aussi, très important, il veut reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Oui, parce que c'est professionnel, c'est quand même lié au travail. Voilà. Donc il veut le reconnaître fort, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas reconnu. C'est une maladie, on en parle beaucoup, mais il veut le reconnaître officiellement comme maladie professionnelle. Je te fatigue, je sais Lionel, merci. Non. Je fais mon burn-out. Ouais, tu parles de burn-out, t'as raison. Là oui, c'est utile. Les parents peuvent avoir ça aussi, hein. Oui. Les enfants.
Ah bah, tout le monde est touché, tout le monde peut être touché. Hein. Maladie professionnelle, hein, c'est pas une maladie scolaire. Hein. Oui. Mais bon, les enfants, ceux qui sont en apprentissage par exemple. Ah, vous pensez qu'on peut... Ouais. Ah, moi je l'ai fait. Hein. Enfin, si on parle de burn-out à une certaine époque, ouais, je l'ai fait. Bah, dans ce cas, si les enfants font leur burn-out tous les jours, ils vont pas aller à l'école tous les jours non plus. Non, non, je parle que les enfants sont la cause de burn-out des parents. Ah, bon. Là, on n'est pas du tout sur le même registre, en fait. D'accord. Ok. Quand je vais faire une dépression, je vais dire à mon fils que c'est de sa faute. Bah voyons. Oh, comment se décharger sur son fils, mais quelle honte. Bah voyons, mais la si honte. Tu suis la logique de Ève, tu fais c'est pour ta Mais gueule. c'est honteux. Ensuite, il veut faire face collectivement au vieillissement de la population et à la perte d'autonomie. Alors, je suis désolé de la longueur, on a prévenu que Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus long des programmes. Donc, faut nous pardonner de la longueur de son... En même temps, bien vu connu, plus le c'est bon, grand plus âge c'est du bon. personnage, Ouais. automatiquement, il est plus long. C'est ça. Il veut réduire le reste à charge de 500 € par mois pour les personnes en établissement et augmenter de 50% le montant de l'APA, qui est aujourd'hui de 700 €. Donc 50% d'augmentation de 700 €, ça fait 350 € de plus. Ça emmène à 1050 €. Donc revenir au montant du SMIC, le montant des 1000 €. Quoi. Il veut mettre tout à plus de 1000 €. Et je dis franchement, économiquement, pour moi, c'est pas possible. C'est très bien, c'est très prometteur, mais je n'y crois absolument pas parce qu'on a une dette derrière. Et d'ailleurs, il n'en a pas parlé de la dette. Hein. Je l'ai pas vu encore une fois. Moi, il me semble que tout ce qu'il propose, c'est bien, mais si on avait les moyens, si on n'avait plus de dette, alors là, je dis oui. Je crois qu'il a oublié qu'on avait une dette en fait. Oui, je pense. Parce que, en fait, si vous préférez, c'est un bon programme si on était hors dette. Ah oui. Voilà. C'est le programme idéal si on n'avait pas de dette, en fait. Si on peut se permettre. Mais là, on ne peut pas. Donc pour moi, c'est vraiment impossible. C'est très bien, mais c'est pas possible. C'est faisable. Mais non, c'est pas possible, Miss Angélique. Attends, déjà, la CAF devrait vérifier déjà toutes les personnes qui sont... parce qu'il y a beaucoup de fraude au niveau de la CAF. Hein. Je vois pas le rapport. Bah, déjà, il y en a qui sont déclarés en concubinage, et puis ils sont déclarés seuls, et finalement, t'as leur mari qui vit avec eux. Mhm. T'as des parents isolés et finalement ils touchent les parents isolés, mais ils ont quelqu'un d'autre avec eux. Voilà, je veux dire, après, il y en a qui sont déclarés ils vivent en colocation, et voilà, il y a plein de trucs, et finalement, chaque fois qu'ils sont ensemble, qu'ils couchent ensemble, voilà, tu peux réduire certaines choses, hein, s'il y avait un peu plus de contrôle. Pourquoi pas? Bon, écoute, c'est ton avis, hein. Mais je pense qu'on est un peu hors sujet, je crois, à mon sens. Hein. Alors maintenant, au niveau des enfants, il veut verser une allocation familiale dès le premier enfant. Bah oui. Pourquoi ? Là, je vois pas où est le problème, par contre. Mais même économiquement parlant, il n'y a pas de souci, là. C'est pas plus mal, parce que des fois, un enfant, quand t'en as juste un, il faut faire face à certaines dépenses ou certains problèmes, et tu peux pas faire face. Entretenir. C'est ça. Il veut créer un service public de la petite enfance et ouvrir 500 000 places en crèche et mode de garde adapté dans les 5 ans. C'est très bien. C'est très bien. Il veut renforcer les moyens de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ça, c'est bien, ça. Il faut. L'aide sociale à l'enfance, c'est la fameuse ASE, qui était à l'époque... c'était là. La DVSE. C'était pas la DAS plutôt? C'était la DAS, ça a changé plein de fois de nom. Moi, je l'ai connu sous la DVSEA. Alors, concernant les enfants vite fait, il veut abroger la réforme du collège du gouvernement Valls. Il veut garantir le cadre national des programmes et des diplômes. Il veut étendre la scolarité obligatoire de 3 ans à 18 ans, jusqu'à 18 ans, l'école obligatoire. Ça fait pas un peu gros? Donc ça veut dire que ceux qui ont le bac avant 18 ans, ils font comment en fait? Ils sont tranquilles. Mais oui, mais justement, c'est pas possible. L'école en Belgique est obligatoire jusqu'à 18 ans. Oui, mais non, réfléchis, si le bac... Ouais, mais alors ça, ils sont obligés d'élargir... Si t'as ton cursus scolaire, que t'as pas redoublé, et que t'es même en avance sur ton cursus scolaire, à 18 ans, une fois que t'as ton bac, c'est bien. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que 18 ans, c'est pas possible. Déjà, que le bac que tu passes, en principe, dans la norme d'aujourd'hui, tu la passes à 16-17. Donc, pourquoi 18? Tu vas faire quoi? Un terminal plus? Si tu redoubles, au moins... Oui, mais si tu redoubles. Mais si tu redoubles pas, tu fais comment? Tu vas faire un terminal plus après? C'est rare qu'il n'y ait pas de redoublement. Oui. Mais à l'époque où on vit, ça reste rare quand même.
À une certaine époque, non, il y en a qui faisaient les cursus complets, mais là... Non, parce que si la terminale est aujourd'hui jusqu'à 16-17 ans, ils vont créer quoi? Une terminale plus, c'est-à-dire après le Mais bac. je crois quand même que le nombre d'enfants qui terminent l'école avant 18 ans est quand même moindre que ceux qui terminent après. Hein. Il veut recruter ensuite au moins 60 000 enseignants supplémentaires sur le quinquennat. Il veut mettre en œuvre un plan de lutte contre les inégalités à l'école maternelle et primaire, notamment avec un droit à la scolarisation dès 2 ans, la baisse du nombre d'élèves par classe en primaire, comme Macron, il me semble, la présence de davantage d'instituteurs que de classes dans les écoles, le développement des réseaux d'aide aux élèves en difficulté. Tout à fait. Je précise. Tricheur. Non. Il veut revaloriser le salaire des enseignants. Économiquement, c'est impossible. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment impossible. Économiquement, on va se griller. En fait, il va donner son argent à lui, c'est tout, c'est pour ça. Mais c'est pas ça, c'est qu'on va passer, on est déjà, je sais pas combien de milliards de dettes, on va doubler la dette avec tout ça. C'est pas possible. Mais en fait, vous n'avez pas compris, il a beaucoup de chevaux, donc il va aller chercher les euros en dessous des pattes des chevaux, en dessous des sabots. Bien sûr. Il a plein de matelas à la maison. Il veut rétablir le bac professionnel en 4 ans. C'est bien, j'ai jamais été jusque-là, donc... Non mais pourquoi pas. Il veut appuyer l'enseignement professionnel public et arrêter les fermetures de classes et de lycées professionnels, ainsi qu'augmenter le nombre d'établissements. Ça par contre c'est important. Mais économiquement, je sais pas comment il fait. Hein. Il va falloir qu'il m'explique son budget parce que... pour l'instant, il y a une chose que je comprends pas, c'est que j'ai pas vu encore une fois où est la lutte contre la dette. Quel pays il a négocié avec la Russie? Je ne sais pas, mais il va falloir qu'il m'explique où est le budget, parce que c'est pas possible. C'est hors budget, c'est incroyable. Il veut abroger les lois LRU et Fioraso. Je sais pas ce que c'est pas grave. Il veut mettre fin à la précarité des doctorants et des jeunes chercheurs pour la titularisation des personnes effectuant des missions pérennes. Je crois que c'est sur... l'enseignement supérieur, voilà, tout simplement. Il veut éradiquer l'illettrisme. Oui. Très bien. Bah oui. C'est possible. Il veut éradiquer l'illettrisme pour les jeunes sortis du système scolaire et les adultes à l'horizon 2022. Ben, c'est très bien. S'il y a des structures qui sont mises en place pour justement aider ces personnes-là qui disent, voilà, moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'ai envie de sortir de ce cercle... Voilà, j'ai envie d'évoluer dans la vie, mais je veux aussi qu'on m'aide. Ensuite, il veut supprimer la loi Adopi. On en a un peu parlé déjà lundi. Non, Monsieur Lionel veut pas. Tu ne veux pas? Non. Mais pourquoi? Mais parce que le téléchargement, c'est pas bien. Surtout quand c'est illégal. D'accord. Il veut libérer le sport et les corps de l'argent. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Parce que c'est vrai que pour faire du sport, on paye. Oui, puis il faut voir les cotisations. Ouais, oui, une cotisation, oui, mais il faudrait un peu baisser quand même. Parce que... Ouais, quand tu vois une cotisation annuelle à 150 € pour aller courir 10 minutes, ça fait cher, quoi. Ça serait bien. Par exemple. Lutter contre l'agression publicitaire. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est très important. Il va interdire la publicité commerciale dans les institutions publiques, comme notamment les écoles et les hôpitaux. Il veut interdire la publicité dans les programmes de télévision destinés aux enfants et la mise en scène d'enfants dans les publicités. Je vois pas où est-ce que ça me choque qu'il y ait des enfants dans la publicité. Il va changer la pub Kinder, alors. Ouais, ou alors, style, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ça me choque pas qu'ils les faire enfants. Comment pour les couches Pampers? Je sais pas. On va mettre des adultes à la place. Ça va être pépère. T'envoies en ce moment des couches Pampers en pub? J'en vois plus en ce moment. Bon, bah écoutez... Non, maintenant, ils utilisent les animaux maintenant pour faire des pubs. Avec les poules. Il veut relancer la découverte de l'espace aussi. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Il veut garantir le lancement, par exemple, de la fusée Ariane 6 en 2020. Ça va nous rapporter quoi? Bah, je sais pas. L'honneur, peut-être. Qu'est-ce que sont bonnes les couilles d'Ariane, en fait. Ils vont faire des échanges commerciaux avec les Martiens, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, on a fait le tour. Waouh, j'ai réussi. Elle est où la dette publique? Alors voilà, on va faire le bilan. Alors, non, mais je vais être très clair. On a un programme très prometteur, mais impossible à réaliser. Je veux dire économique. Je parle de toute la catégorie. Économiquement, c'est impossible. Toute la catégorie économique, il y a un problème. Non mais
mettre tout à 1000 €, mettre tous les minima sociaux à 1 000 €, faire baisser les impôts, baisser la TVA. Il n'est pas atteint d'Alzheimer parce qu'il se rappelle au moins qu'on a une dette publique. Hein. Je sais pas, mais. Parce qu'il a l'air de l'avoir oublié. Hein, 200 000 logements, il va créer. C'est certains de mes médicaments, hein, c'est contre l'Alzheimer justement. Augmenter les salaires, le SMIC de 16%. Quand même le rappeler tout ça. Mais c'est possible. Mais c'est impossible. Mais soyons clairs, si vraiment cette proposition, si ce genre de proposition est faisable, les socialistes, et, la droite et la gauche l'auraient fait depuis longtemps. Ce genre de proposition. Ah oui, ça c'est sûr. À mon sens. Si vraiment mais je pense que c'est un programme. Si à chaque fois on augmentait le SMIC à aller à 0,02 centimes ou je ne sais quoi, c'est qu'il y avait des raisons. Hein, non, c'est sûr. Parce que 16%. Waouh, tu vois loin, hein. Il n'y a jamais personne qui l'a fait monter aussi haut. Augmenter le RSA à 1 000 €, augmenter la H à 1 300 €, augmenter de 16% les salaires, construire 200 000 €, augmenter les salaires de tout le monde. Augmentons. Baissons les impôts, on baisse la TVA, par contre les impôts c'est tout le monde qui paye. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça qu'il va gagner, que l'État va gagner des sous, je vous le dis clairement. Pour moi, c'est un programme idéal, mais quand il n'y aura pas de dette. Ouais, et encore. Ça dépend sur quel sujet aussi. Ouais, voilà. Pourquoi ? Et encore, il y a quelque chose qui te gêne dans cette... Et encore, c'est toujours pareil, même si on n'est plus en dette ou quoi que ce soit, sur la durée, tu te vois, toi, sur la durée, dépenser autant ? Je veux dire, c'est bien beau de dépenser, mais il faut faire rentrer de l'argent quelque part. Donc si t'as pas de rentrée, parce qu'on parle beaucoup de dépenses, enfin, ils parlent beaucoup de dépenses, mais ils parlent très peu de rentrée. Ouais, d'accord. Dépenser, c'est bien, mais rentrer, c'est mieux. Hein. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.